L'appel est arrivé à 2h13 du matin. J'ai cherché mon téléphone à tâtons dans le noir, mon cœur battant la chamade avant même que je ne réponde. Personne n'appelle à cette heure-là avec de bonnes nouvelles. Êtes-vous Brigitte Lemoine? La voix était professionnelle, clinique. Oui, ai-je répondu, attrapant déjà la lampe de chevet. Qui est à l'appareil? Dr. Emma Tran de l'Hôpital de la Petite-Salpêtrière à Paris. Je vous appelle au sujet de votre fils, Michel Lemoine. Vous êtes listé comme son contact d'urgence. Mon sang Asiglaka. Michel, mon fils unique. Le fils que j'avais élevé seul après la mort de son père en Afghanistan alors que Michel n'avait que 8 ans. Le brillant architecte qui avait déménagé à Paris 5 ans plus tôt pour le poste de ses rêves. Qu'est-il arrivé? Est-ce qu'il va bien? J'étais déjà hors du lit, cataloguant mentalement ce que je devais emporter. Madame Lemoine, votre fils est dans un état critique. Ses reins sont en train de lâcher. Il a été amené inconscient par une voisine qui l'a trouvé effondré dans le couloir de son immeuble. Je pense que vous devriez venir dès que possible. La voix du médecin s'adoucit légèrement. Nous avons essayé de joindre sa femme, Vanessa, mais sans succès. Bien sûr, il n'avait pas réussi. En 3 ans de mariage entre Michel et Vanessa, j'avais appris à m'attendre à son absence lors de chaque crise. Mais ce n'était pas un appel d'anniversaire manqué ou des vacances où elle entraînait Michel dans un lieu exotique plutôt que de me rendre visite à Nice. C'était la vie de mon fils. Je prendrai le premier vol, ai-je dit au docteur Tran, avant de raccrocher. Mes mains tremblaient tandis que je réservais le premier vol pour Paris, que je préparais une petite valise et que j'appelais un taxi. 35 ans en tant qu'infirmière militaire dans la Marine nationale m'avaient appris à fonctionner sous pression, à compartimenter les émotions jusqu'à ce que la crise soit passée. Ces compétences se sont réactivées, me guidant à travers les gestes tandis que mon esprit était assailli de questions. Pourquoi Michel ne m'avait-il pas dit qu'il était malade? Nous nous parlions tous les dimanches. Pas plus tard que le week-end dernier, il avait semblé fatigué, mais avait insisté sur le fait que c'était juste le stress d'un gros projet. Et où était Vanessa? La femme élégante et sophistiquée qui avait séduit mon fils m'avait toujours semblé calculatrice. Mais sûrement, même elle n'abandonnerait pas son mari lors d'une urgence médicale. Le vol de nuit de Nice à Paris fut un brouillard d'air recyclé et de pensées anxieuses. Je regardais par le hublot l'obscurité en bas, me souvenant de Michel enfant, son petit visage sérieux alors qu'il construisait des structures élaborées avec des blocs, sa détermination d'adolescent à devenir architecte comme son père. Son sourire fier lorsqu'il fut diplômé avec mention de l'école d'architecture de Paris-La Villette. J'avais manqué trop de ces moments. Ma carrière d'infirmière m'avait emmené dans des hôpitaux militaires à travers le monde, de l'Allemagne au Japon, en passant par l'Afghanistan. J'avais sauvé d'innombrables vies tout en échouant parfois à être présente pour les étapes importantes de la vie de mon propre fils. Michel ne s'était jamais plaint, il avait toujours dit qu'il était fier de mon service, mais la culpabilité me rongeait néanmoins. L'aube se levait sur la Seine alors que mon avion atterrissait à Charles de Gaulle. J'ai attrapé mon bagage à main et j'ai été l'une des premières passagères à débarquer, me hâtant à travers le terminal avec une concentration unique. L'hôpital se trouvait à 30 minutes de taxi, chaque seconde s'étirant douloureusement alors que nous nous frayions un chemin dans le trafic matinal de la capitale. La Pitié-Salpêtrière se dressait comme une forteresse de verre et d'acier contre le ciel parisien. J'ai redressé les épaules. En entrant, retrouvant la posture autoritaire qui m'avait si bien servi pendant des décennies de service militaire. À 60 ans, j'étais encore en forme et forte. Mes cheveux argentés coupés en un carré pratique qui nécessitait un minimum d'entretien. Je n'avais pas l'air de quelqu'un qu'on pouvait ignorer ou plaindre, et j'avais besoin de cette force maintenant. Je suis Brigitte Lemoine, ai-je dit à la réceptionniste du bureau des soins intensifs. Je suis ici pour mon fils, Michel Lemoine. Ses yeux s'adoucirent en me reconnaissant. Le docteur Tran vous attend. Je vais la prévenir de votre arrivée. Quelques minutes plus tard, une femme menue, la quarantaine, avec des yeux intelligents et une blouse blanche, s'est approchée. Madame Lemoine, je suis Emma Tran. Elle me tendit la main. Merci d'être venue si vite. Comment va-t-il? Ai-je demandé, ignorant les politesses. Stable pour l'instant, mais critique, répondit le docteur Tran en me guidant dans un couloir rempli de moniteurs qui bipaient et de voix feutrées. Michel est en insuffisance rénale terminale. D'après son dossier médical, il semble qu'on lui ait diagnostiqué une néphropathie à IgA il y a 6 mois, mais il n'a pas suivi le traitement prescrit ni assisté au rendez-vous de suivi. J'ai cessé de marcher. 6 mois? C'est impossible. Il me l'aurait dit. L'expression du docteur Tran était soigneusement neutre. Parfois, les patients ne veulent pas inquiéter leur famille. Ou peut-être pensait-il qu'il pouvait gérer ça tout seul. Cela ressemblait bien à Michel. Toujours déterminé à régler les problèmes de manière indépendante, ne voulant jamais être un fardeau. Mais ce n'était pas un projet difficile ou un délai serré. C'était sa vie. Quel traitement aurait-il dû recevoir? Ai-je demandé. Des médicaments pour contrôler la tension artérielle et réduire les protéines dans ses urines.
Des restrictions alimentaires. Un suivi régulier. Le docteur Tran hésita. La maladie a progressé de manière inhabituellement rapide. Nous faisons des tests pour déterminer si d'autres facteurs sont impliqués. Nous nous sommes arrêtés devant une chambre avec une porte vitrée coulissante. À travers, je pouvais voir une silhouette dans le lit, entourée de machines. Mon fils, mais pas tel que je le connaissais. La silhouette autrefois robuste de Michel semblait rétrécie sous la couverture de l'hôpital. Sa peau avait une teinte grisâtre et ses joues étaient creusées. Des perfusions sortaient de ses bras et une machine de dialyse bourdonnait à côté du lit. « Il vous a demandé » dit doucement le docteur Tran. Il reprend conscience périodiquement. La dialyse est temporairement, mais elle n'eut pas besoin de finir. Je ne connaissais que trop bien l'insuffisance rénale de par ma carrière d'infirmière. Sans un traitement approprié ou une greffe, mon fils était en train de mourir. J'ai pris une profonde inspiration et je suis entré dans la chambre. L'odeur familière d'antiseptique et le bip rythmé des moniteurs m'ont ramené à mes années de service. Mais c'était radicalement différent. Ce n'était pas un patient anonyme. C'était mon Michel. Je me suis approché du lit et j'ai doucement pris sa main. Ses doigts étaient enflés, son alliance lui cisaillant la chair. Je l'ai délicatement retiré et l'ai posé sur la table de chevet. « Michel » ai-je dit doucement. « C'est maman. Je suis là maintenant. » Ses paupières ont vacillé, puis se sont ouvertes. La reconnaissance s'est lentement dessinée dans ses yeux noisettes. Les yeux de son père. « Maman. » Sa voix était un râle sec. « Tu es venu ?»« Bien sûr que je suis venu. » J'ai serré sa main, luttant pour garder ma voix stable. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade, mon chéri ?» Il ferma brièvement les yeux. Je ne voulais pas t'inquiéter. Vanessa a dit qu'on pouvait gérer ça. La colère m'a envahi à la mention de ma belle-fille, mais je l'ai repoussée. Ce n'était pas le moment. Où est Vanessa maintenant? Ai-je demandé aussi neutrement que possible. Le visage de Michel s'est assombri de confusion. Voyage d'affaires? Je ne me souviens pas. Elle a été très occupée ces derniers temps. Ses yeux se sont refermés, la brève conversation l'ayant épuisé. Je me suis assise à ses côtés, tenant sa main tandis qu'il retombait dans l'inconscience. Un infirmier est entré, un jeune homme aux yeux bienveillants et aux gestes efficaces. « Je suis Julien » dit-il en vérifiant la perfusion et les constantes de Michel. « Vous devez être Madame Lemoine. Nous espérions que vous arriviez bientôt. »« Est-ce que ma belle-fille est venue ?» ai-je demandé, incapable de masquer le tranchant de ma voix. Julien hésita, visiblement mal à l'aise. « Je suis de service depuis 3 jours. Elle n'est pas venue pendant cette période. » Et avant ça? Il a ajusté un moniteur, évitant mon regard. Je ne pourrais vraiment pas vous le dire. Julian. Ma voix prit le ton autoritaire que j'utilisais avec les nouvelles recrues. Mon fils est en train de mourir. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Il soupira, puis parla à voix basse. Elle est venue une fois, le jour de son admission. Elle est restée environ 20 minutes. Elle nous a dit qu'elle avait des réunions importantes qu'elle ne pouvait pas manquer. Elle a dit qu'elle prendrait des nouvelles par téléphone. Il jeta un coup d'œil à la forme inconsciente de Michel. Elle n'a pas appelé le poste des infirmiers une seule fois. La colère que j'avais réprimée éclata, chaude et vive. Je ne m'étais jamais attachée à Vanessa, avec ses vêtements de marque et son attitude méprisante envers ma pittoresque carrière militaire, mais j'avais gardé mes sentiments pour moi pour le bien de Michel. Il avait été si heureux, si épris de sa sophistication et de sa beauté. Ce qui lui avait semblé être de la confiance m'avait toujours paru de la froideur. « Merci d'être honnête » ai-je dit à Julien. « Je vais rester avec mon fils maintenant. J'aimerais reparler au docteur Tran dès qu'elle sera disponible. » Pendant les heures qui suivirent, je restai assise au chevet de Michel, étudiant son dossier médical quand il dormait et lui parlant doucement pendant ses brèves périodes de conscience. Le tableau qui se dessinait était alarmant. La maladie rénale de Michel avait été diagnostiquée suffisamment tôt pour qu'un traitement approprié ait dû ralentir sa progression. Au lieu de cela, elle s'était accélérée rapidement, comme s'il n'avait reçu aucun traitement. Quand le docteur Tran revint dans l'après-midi, je la rencontrai dans le couloir devant la chambre de Michel. « Ces ordonnances, ai-je dit sans préambule, ont-elles été renouvelées régulièrement ?» Les sourcils du docteur Tran se haussèrent légèrement. « C'est l'une des choses que nous vérifions. Les dossiers montrent que les ordonnances ont été renouvelées, mais vous ne pensez pas qu'il les prenait ?» ai-je terminé. Les analyses de sang suggèrent des niveaux de médication incohérents, a-t-elle confirmé. « Madame Lemoine, je comprends votre inquiétude, mais je dois vous mettre en garde contre les conclusions hâtives. De nombreux facteurs pourraient être impliqués. »« J'apprécie votre discrétion, docteur, » ai-je répondu. « Mais je suis infirmière depuis 35 ans, dont 10 en néphrologie. Je sais ce que je vois. » Sa réserve professionnelle s'est légèrement adoucie. « Je ne savais pas. Dans ce cas, vous comprenez la situation mieux que la plupart des gens. Nous faisons tout notre possible pour votre fils, mais son pronostic est sérieux.
Il a besoin d'une greffe, idéalement d'un donneur vivant. Testez-moi, ai-je dit immédiatement. Je suis sa mère. Il y a une chance que je sois compatible. Nous pouvons certainement le faire, a convenu le docteur Tran. Mais d'abord, nous devons le stabiliser. Et elle hésita, déterminée s'il y a une négligence dans ses soins. Je comprends. Je vais rester dans son appartement pendant mon séjour à Paris. J'aimerais y vérifier ses médicaments. Le Dr. Tran Hokalatat. Ce serait utile. Nous avons essayé de joindre sa femme pour autoriser la communication de son dossier médical complet de son néphrologue. Si vous avez les clés de son appartement, je les ai. J'ai menti. En fait, je n'avais aucune clé de l'appartement de Michel. Mais je n'allais pas laisser cela m'arrêter. Après m'être assuré que Michel était stable et avoir promis de revenir dans quelques heures, j'ai pris un taxi jusqu'à son adresse dans le très chic 16e arrondissement de Paris. L'immeuble haussmannien élégant, avec son gardien en uniforme et son hall en marbre, reflétait plus le goût de Vanessa que celui de mon fils. Michel avait toujours préféré le caractère des bâtiments plus anciens, mais il avait voulu faire plaisir à sa femme. Le gardien, dont la plaque nominative indiquait Thomas, a immédiatement reconnu le nom de Michel. « Madame Lemoine, nous avons été si inquiets pour Monsieur Lemoine. Va-t-il mieux? Il est toujours dans un état grave, ai-je dit. Je dois entrer dans son appartement pour récupérer des affaires pour lui, mais je n'ai pas de clé. Je suis sa mère. » Thomas semblait mal à l'aise. Je ne suis pas censé le faire. Il y a des procédures. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Mon fils est en soins intensifs pour une insuffisance rénale. Je dois vérifier ses médicaments. Il y a sûrement un syndic ou quelqu'un qui peut t'aider en cas d'urgence. La résolution de Thomas vacilla. Laissez-moi appeler Monsieur Rodriguez. C'est le président du syndic. Si vous avez une pièce d'identité? 20 minutes plus tard, après avoir montré mon permis de conduire et ma carte d'identité militaire, j'étais escorté jusqu'à l'appartement de Michel au 4e étage par un monsieur Rodriguez compatissant. « Un si gentil jeune homme, dit-il en déverrouillant la porte. Toujours un mot gentil pour tout le monde. Pas comme? » Il se reprit. « Je veux dire, nous sommes tous très préoccupés. » L'appartement, une fois révélé, était à la fois familier et étrange. J'ai reconnu les livres d'architecture de Michel sur les étagères, sa collection de plans anciens encadrés sur un mur. Mais les meubles épurés et minimalistes et la palette de couleurs froides semblaient impersonnels, comme une salle d'exposition plutôt qu'un foyer. Plus alarmant encore était le désordre. L'évier de la cuisine était rempli de vaisselle sale. Le courrier s'était accumulé sur le comptoir en pile. Une fine couche de poussière recouvrait les surfaces, suggérant que le service de nettoyage que Michel avait mentionné lors de nos appels n'était pas venu. « Je vous laisse, dit Monsieur Rodriguez. Appelez simplement la loge quand vous aurez terminé, et quelqu'un vous raccompagnera. » Une fois seul, j'ai commencé ma recherche. Dans la salle de bain, j'ai trouvé ce que je cherchais. Des flacons de médicaments au nom de Michel. Lisinopril pour la tension artérielle. Prednisone pour l'inflammation. Des médicaments spécifiques pour la néphropathie à IgA. Tous avaient été renouvelés comme l'avait dit le docteur Tran, mais quelque chose n'allait pas. Le flacon de lisinopril, rempli il y a 2 mois avec une provision pour 30 jours, aurait dû être vide si Michel l'avait pris comme prescrit. Au lieu de cela, il était presque plein. Il en était de même pour ses autres médicaments. Mon estomac s'est noué alors que je commençais à comprendre. Michel n'avait pas pris ses médicaments, ou peut-être ne savait-il pas qu'il en avait besoin. Mais qui renouvellerait des ordonnances pour ensuite ne pas s'assurer qu'elles soient prises? Dans la chambre, le grand lit était défait d'un côté, celui de Michel, à en juger par le magazine d'architecture sur la table de chevet. L'autre côté était impeccable, comme s'il n'avait pas été utilisé récemment. Le placard racontait une autre histoire. Les vêtements de Michel étaient bien rangés d'un côté, tandis que la section de Vanessa était en désordre. Des robes de créateur et des chaussures éparpillées comme si quelqu'un avait fait ses valises à la hâte. Sur la commode, quelque chose a attiré mon attention. Une photo encadrée de Michel et Vanessa le jour de leur mariage. Ils semblaient radieusement heureux, mon fils regardant avec adoration sa belle épouse. Je me suis souvenu de ce jour, comment j'avais mis de côté mes réserves sur la froideur de Vanessa à mon égard, me concentrant plutôt sur le bonheur de Michel. À côté de la photo se trouvait une montre d'homme, une montre chère que j'ai reconnue comme le cadeau que j'avais envoyé à Michel pour son 30e anniversaire, 2 ans auparavant. Elle s'était arrêtée. La pile était apparemment morte. Un autre petit signe de négligence. Dans le bureau de Michel, j'ai trouvé des preuves plus troublantes. Des factures médicales avec des avis de retard de paiement. Des lettres de la mutuelle contestant des demandes de remboursement. Un carnet de notes dans l'écriture précise de Michel, suivant ses symptômes. Fatigue, nausées, gonflement, remontant à 9 mois. Une entrée d'il y a 4 mois disait « Vanessa dit que le spécialiste coûte trop cher. On va d'abord essayer des changements alimentaires. Elle fait des recherches sur des traitements alternatifs.
Une autre, d'il y a 2 mois, je me sens plus mal. V insiste sur le fait que les compléments naturels vont bientôt faire effet. Trop fatigué pour discuter. L'entrée la plus récente, datée d'une semaine à peine. Quelque chose ne va vraiment pas. Je n'arrive pas à joindre V. J'ai laissé un message à son assistante. Je dois appeler maman. Il avait essayé de m'appeler, mais aucun appel n'était venu. Avait-il été trop malade pour aller jusqu'au bout, ou quelqu'un l'avait-il empêché de me contacter? Je me suis effondrée dans le fauteuil de bureau de Michel, les preuves s'accumulant pour former un tableau hideux. Mon fils avait été gravement malade, peut-être négligé, pendant que sa femme. Un bruit à la porte d'entrée m'a tiré de mes pensées, un trousseau de clés, puis la porte qui s'ouvre. Je me suis levée, l'adrénaline parcourant mes veines alors que je me dirigeais vers l'entrée. Une femme est entrée, grande, mince, habillée de façon coûteuse dans une robe de cocktail noire qui ne venait certainement pas d'une veillée à l'hôpital. Ses cheveux sombres étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. Quand elle m'a vue, elle s'est figée, ses lèvres peintes en rouge s'entr'ouvrant de surprise. « Brigitte » dit Vanessa, recomposant rapidement ses traits en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Quelle surprise inattendue. Quand es-tu arrivée ?»« Ce matin » ai-je répondu, l'étudiant attentivement. Aucun signe d'inquiétude ou de chagrin, aucune indication qu'elle ait passé du temps à l'hôpital. Elle sentait le parfum cher, et faiblement l'alcool. « Directement de l'aéroport à l'hôpital pour voir mon fils gravement malade, ton mari. » Son sourire vacilla légèrement. « Oui, ça a été si difficile. J'étais justement à une soirée de collecte de fonds pour la recherche sur les maladies rénales, en fait, pour nouer des contacts avec des spécialistes qui pourraient aider Michel. » Elle posa sa pochette de créateur et enleva ses talons aiguilles. « Comment va-t-il, une amélioration ?» La manière désinvolte dont elle a posé la question, comme si elle s'informait d'un léger rhume plutôt que d'une insuffisance rénale terminale, a confirmé mes pires soupçons. « Il est en train de mourir, Vanessa. » J'ai gardé ma voix égale avec effort. « Où étais-tu ? L'hôpital dit que tu n'es pas venu depuis des jours. »« Ce n'est pas vrai, » protesta-t-elle, mais ses yeux fuirent les miens. J'ai fait des allers-retours. Ils ont dû me manquer. Et j'ai travaillé si dur pour rechercher des traitements, prendre des dispositions. En portant cette robe, ai-je fait un geste vers sa tenue de cocktail. Michel a demandé après. Toi. Ils pensent que tu es en voyage d'affaires. Les infirmiers disent que tu n'as pas appelé une seule fois. La colère traversa son visage, rapidement masqué. Je n'ai pas à me justifier auprès de toi. C'est entre Michel et moi. Tu as à peine été présente dans sa vie pendant des années, volant aux 4 coins du monde avec l'armée, et maintenant tu débarques pour me juger. L'accusation m'a piqué car elle contenait une part de vérité. Mais je ne l'ai pas laissé me décourager. Ses médicaments n'ont pas été pris. Ses rendez-vous médicaux ont été manqués. Il avait besoin d'un traitement, Vanessa. Pourquoi ne le recevait-il pas? Elle se dirigea vers la cuisine, mettant de la distance entre nous, et se versa un verre d'eau. Sa main était stable, impassible. Michel est un adulte qui prend ses propres décisions. S'il a choisi de ne pas suivre le plan de traitement excessif d'un médecin, c'est son droit. Ces médicaments ont des effets secondaires terribles. Nous essayons des approches plus naturelles. Les approches naturelles ne guérissent pas les maladies rénales, ai-je dit, ma formation d'infirmière bouillonnant. Et d'après son journal, il semble que c'est toi qui prenais ces décisions, pas Michel. La façade de Vanessa s'est légèrement fissurée. Tu as fouillé dans ses affaires. Tu n'en avais pas le droit. C'est ma maison. C'est la maison de mon fils, ai-je corrigé. Et il est en soins intensifs pendant que tu assistes à des collectes de fonds en robe de cocktail à minuit. Où étais-tu vraiment, Vanessa? Et où étais-tu quand il s'est effondré dans le couloir et qu'une voisine a dû appeler une ambulance? Elle posa le verre avec un bruit sec. Je n'ai pas écouté ça. Je pense que tu devrais partir. Je ne vais nulle part, ai-je répondu calmement. Michel a besoin de quelqu'un qui se soucie réellement de son bien-être, et clairement, ce n'est pas toi. Un instant, j'ai cru qu'elle pourrait m'attaquer physiquement. Puis, avec un effort visible, elle a retrouvé son sang-froid. Bien, reste si tu veux. Je vais prendre une douche et me changer, puis j'irai à l'hôpital. Elle se dirigea vers la chambre, puis s'arrêta. Ne t'installe pas trop confortablement, Brigitte. Tu n'es pas la bienvenue ici. Dès que Michel ira mieux, nous discuterons de ton comportement inapproprié. Il n'ira pas mieux sans un traitement approprié, ai-je dit à son dos qui se retirait. Il a besoin d'une greffe de rein. Vanessa se raidit un instant, puis continua sans répondre. Je suis retournée au bureau, rassemblant les documents médicaux et le journal de Michel. Quoi qu'il se passe ici, j'avais besoin de preuves. Quand Vanessa est sortie de la chambre 30 minutes plus tard, vêtue de vêtements élégants mais sobres, adaptés à une visite à l'hôpital, j'étais assise calmement dans le salon. Je vais à l'hôpital maintenant, annonça-t-elle. Tu viens? J'arrive bientôt, ai-je répondu.
J'attends un appel du Dr Tran pour être testée comme donneuse de rein potentielle pour Michel. Les sourcils parfaitement dessinés de Vanessa se haussèrent. Toi? Mais tu es, eh bien, pas exactement jeune. Il y a sûrement de meilleures options. Les membres de la famille sont souvent les meilleurs matchs, ai-je dit. En tant que sa femme, tu serais aussi une candidate. Bien sûr. Une lueur de quelque chose, de l'alarme, du dégoût, traversa son visage. Je ne suis pas compatible. Nous avons déjà vérifié. C'était la première réponse directe qu'elle m'avait donnée, et elle sonnait vraie. Mais quelque chose dans sa réponse rapide a éveillé mes soupçons. Quand avez-vous vérifié? Ai-je demandé. Quand il a été diagnostiqué pour la première fois, bien sûr, répondit-elle en prenant son sac. Il y a des mois. C'est étrange, ai-je dit en la regardant attentivement. Parce que le docteur Tran a dit qu'ils attendent toujours que tu autorises la communication de son dossier médical complet. Comment aurait-il pu tester votre compatibilité sans ces dossiers? Le sang-froid de Vanessa glissa à nouveau. Tu déformes mes mots. Nous en avons discuté théoriquement. Le médecin a mentionné des groupes sanguins rares ou quelque chose comme ça. Elle se dirigea vers la porte. Cette conversation est inutile. Je vais voir mon mari. Après son départ, je suis restée assise dans l'appartement silencieux. Les pièces du puzzle s'assemblaient lentement dans mon esprit. Vanessa était au courant de l'état de Michel depuis des mois. Elle avait renouvelé ses ordonnances, mais ne s'était apparemment pas assurée qu'il les prenne. Elle avait découragé un traitement médical approprié en faveur d'approches naturelles. Et maintenant, elle lui rendait à peine visite à l'hôpital tout en mentant sur ses allées et venues. Pourquoi? Que pouvait-elle bien gagner de la maladie de Michel? Mon téléphone a sonné. Un indicatif de la région parisienne que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu avec prudence. Madame Lemoine, c'est Thomas de la loge de l'immeuble de Monsieur Lemoine. J'espère ne pas outrepasser mes fonctions, mais je pensais que vous devriez savoir. Madame Lemoine vient de partir très précipitamment. Elle avait des bagages avec elle. Mon sang asigloka. Des bagages? Vous en êtes certain? Oui, madame. Une grande valise et un bagage à main. Elle est montée dans un taxi en direction de l'aéroport, pas de l'hôpital. Je l'ai remerciée pour l'information, mon esprit tournant à plein régime. Vanessa fuyait. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui l'avait effrayée? Mon arrivée, la mention des dossiers médicaux, la possibilité d'être testée comme donneuse, quelles que soient ses raisons, je ne pouvais pas la laisser disparaître. Pas quand la vie de Michel était en jeu et que tant de questions restaient sans réponse. J'ai appelé le docteur Tran. J'ai trouvé les médicaments de Michel, lui ai-je dit. Ils ont à peine été touchés bien qu'ils aient été renouvelés régulièrement. Et sa femme vient de quitter leur appartement avec des bagages, en direction de l'aéroport, pas de l'hôpital. Le docteur Tran est resté silencieux un moment. Madame Lemoine, je dois être très prudente dans ce que je dis, mais étant donné votre formation médicale, je peux vous dire que nous avons trouvé des substances préoccupantes dans les analyses de sang de Michel. Des composés qui ne devraient pas être là et qui pourraient potentiellement accélérer les dommages rénaux. L'implication était claire et horrifiante. Vous pensez que quelqu'un l'empoisonnait? Je dis que nous avons informé la sécurité de l'hôpital et que nous envisageons de contacter la police, répondit prudemment le docteur Tran. Si vous avez des raisons de croire que Madame Lemoine est en fuite. Je les ai, ai-je dit fermement. Et j'ai trouvé le journal médical de Michel. Il documente ses symptômes depuis des mois et les réponses de Vanessa à ceux-ci. On dirait qu'elle a activement découragé un traitement approprié. Ce serait une preuve précieuse. Pouvez-vous la porter à l'hôpital? Et Madame Lemoine, soyez prudente. Si vos soupçons sont corrects, vous pourriez avoir affaire à quelqu'un de dangereux. Je lui ai assuré que je serais prudente, j'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement composé un autre numéro, celui d'André Dubois, un ancien collègue militaire devenu avocat à Paris. Si Vanessa fuyait avec des gains mal acquis ou, pire, faisait délibérément du mal à mon fils, j'avais besoin d'une aide juridique pour l'arrêter. André a répondu à la deuxième sonnerie. Après une brève explication de la situation, il a promis de me retrouver à l'hôpital et d'apporter les documents nécessaires pour une mise sous curatelle d'urgence. Si votre fils est incapable et que sa femme l'abandonne, ou pire, nous pouvons obtenir des tribunaux qu'ils vous donnent le contrôle temporaire de ses décisions médicales et financières, a-t-il expliqué. Apportez toutes les preuves que vous avez trouvées. Avant de quitter l'appartement, j'ai fait un dernier tour, rassemblant le journal de Michel, ses documents médicaux et les relevés financiers que j'avais trouvés dans son bureau. Au moment de partir, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Une carte de visite glissée dans le cadre de la photo de mariage sur la commode. C'était celle d'un agent immobilier de luxe à Monaco, avec une note manuscrite au dos. Tout est prêt pour la semaine prochaine. Le virement est passé. J'ai photographié la carte avec mon téléphone, puis je l'ai glissée dans ma poche. L'image devenait plus claire, et elle était plus laide que je ne l'avais imaginé. Vanessa n'avait pas seulement négligé Michel.
Elle semblait planifier activement sa fuite pendant qu'il était malade, possiblement après avoir transféré leurs actifs à l'étranger. Alors que je me dirigeais vers la porte, un coup frappait ma surprise. En ouvrant prudemment, j'ai trouvé une femme âgée en robe de chambre en soie dans le couloir. « Excusez-moi » dit-elle en me scrutant de ses yeux vifs derrière des lunettes de créateur. Je vis à côté. J'ai entendu des voix et j'ai pensé que Michel était peut-être rentré de l'hôpital. Je suis la mère de Michel, Brigitte, me suis-je présentée. Michel est toujours en soins intensifs. Marguerite Fournier, répondit-elle en tendant une main fine. Une chose si terrible. C'est moi qui l'ai trouvé, vous savez. Dans le couloir, à peine conscient. Si je n'étais pas sorti chercher mon journal ce matin-là, vous avez appelé l'ambulance? Ai-je demandé, réalisant soudain que c'était la voisine mentionnée par le docteur Tran. Vous lui avez sauvé la vie. Merci. Madame Fournier a balayé mes remerciements d'un geste de la main. Michel est un garçon adorable. Il m'aide toujours avec mes courses, répare des choses dans mon appartement. Pas comme cette femme à lui. Sa voix baissa, désapprobatrice. Les fêtes qu'elle organisait quand il travaillait tard, les hommes qui allaient et venaient. Et ces derniers mois, alors que le pauvre garçon était si visiblement malade, elle n'était jamais à la maison. J'ai essayé d'aider, j'ai apporté de la soupe, je prenais de ses nouvelles quand je pouvais, mais elle se reprit. Je suis désolée. Je ne devrais pas en parler en mal devant vous. Non, s'il vous plaît, les jeux encouragés. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. La vie de Michel en dépend. Madame Fournier jeta un coup d'œil dans le couloir vide, puis baissa la voix. Il y a 2 semaines, je les ai entendus se disputer. Elle criait qu'il ruinait tout avec sa maladie inopportune. Elle a dit quelque chose à propos d'une date limite et de plans qu'elle ne le laisserait pas détruire. Les yeux de la vieille dame brillèrent d'indignation. Le lendemain, il avait l'air pire que jamais. C'est là que j'ai commencé à prendre de ses nouvelles tous les jours. Et puis il y a 3 jours, je l'ai trouvé dans le couloir. Je l'ai remercié pour l'information, lui ai promis de la tenir au courant de l'état de Michel, et je me suis dirigé vers l'ascenseur avec un sentiment d'urgence renouvelé. Le récit de Madame Fournier confirmait mes soupçons et ajoutait une nouvelle dimension glaçante. Vanessa n'avait pas seulement été négligente. Elle avait été activement en colère que la maladie de Michel interfère avec un plan, combiné avec la carte de l'agent immobilier de Monaco, l'image devenait alarmante de clarté. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi Vanessa aurait épousé Michel seulement pour lui faire du mal. Mon fils avait du succès, oui, mais pas assez riche pour expliquer ce niveau de calcul. À moins qu'il n'y ait quelque chose que je ne savais pas sur les finances de mon fils. À l'hôpital, André attendait, sa stature imposante et son allure militaire le faisant ressortir dans la salle d'attente des soins intensifs. À 65 ans, mon ancien collègue était toujours en forme, sa peau mate contrastant avec ses cheveux argentés. Bridget. Il m'a salué d'une brève accolade. J'ai commencé les démarches pour la mise sous curatelle d'urgence. Comment va Michel? Critique mais stable, ai-je répondu. As to you, Vanessa? Aucune trace d'elle. J'ai vérifié auprès des infirmiers. Elle n'est pas venue. Il m'a guidé vers un coin tranquille. Raconte-moi tout ce que tu as trouvé. J'ai partagé les preuves, les ordonnances non suivies, les entrées du journal de Michel, le récit de Madame Fournier sur les disputes et les hommes étranges visitant l'appartement, et la carte de l'agent immobilier de Monaco. André a écouté attentivement, prenant des notes et demandant parfois des éclaircissements. C'est profondément inquiétant, a-t-il dit quand j'ai eu fini. On dirait que Vanessa a peut-être prévu de vider les comptes de votre fils et de s'enfuir pendant qu'il était incapable. Ou pire. Avez-vous vérifié ses finances, ses polices d'assurance vie? Pas encore. J'étais concentré sur son état de santé. André hocha la tête. Compréhensible, mais nous devrions examiner cela immédiatement si elle vide des comptes ou a souscrit des polices sur lui. L'implication flottait dans l'air entre nous. Si Vanessa avait un intérêt financier dans la mort de Michel, la mystérieuse accélération de sa maladie rénale prenait un sens encore plus sombre. J'ai besoin d'accéder à ses comptes, ai-je dit. Et nous devons l'empêcher de quitter le pays si elle ne l'a pas déjà fait. La curatelle aidera pour les comptes, m'a assuré André. Quant à l'arrêter, sans charge formelle, c'est difficile, mais j'ai des contacts dans les forces de l'ordre qui pourraient être disposés à l'interroger sur la base des preuves médicales et de sa fuite apparente. Une infirmière est apparue, interrompant notre conversation. Madame Lemoine, votre fils vous demande. Il est réveillé et plus lucide qu'il ne l'a été depuis son admission. Je me suis précipité dans la chambre de Michel, André me suivant à une distance discrète. Mon fils était en effet réveillé, ses yeux plus clairs qu'ils ne l'avaient été ce matin-là. La dialyse semblait améliorer temporairement son état, même si je savais que ce n'était qu'un sursis. Maman, dit-il, sa voix plus forte. Tu es toujours là? Bien sûr que je le suis, ai-je répondu en prenant sa main. Je ne vais nulle part. Il a regardé au-delà de moi, balayant la pièce du regard. Vanessa. J'ai hésité,
ne sachant pas quoi lui révéler dans son état fragile. Elle n'est pas là pour le moment, mon chéri. Michel, je dois te poser une question importante. As-tu une procuration? Quelqu'un que tu as autorisé à prendre des décisions pour toi si tu ne le peux pas? La confusion traverses son visage. J.E. Croix. Quand Vanessa et moi nous sommes mariés, nous avons réglé toutes les formalités juridiques. Elle a procuration, je pense. Et j'en ai une pour elle. Il fronça les sourcils. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai échangé un regard avec André, qui était entré silencieusement dans la pièce. Michel, dis-je doucement. Je suis préoccupé par certaines choses que j'ai trouvées dans ton appartement. Tes médicaments n'ont pas été pris correctement. Il y a des documents financiers qui suggèrent que de l'argent est transféré à l'étranger. E.T. Vanessa. J'ai marqué une pause, choisissant mes mots avec soin. Vanessa ne semble pas donner la priorité à ta santé. Le visage de Michel s'assombrit. Elle a dit que les médicaments me rendaient plus malade, que les médecins imposaient des traitements inutiles. Sa voix se raffermit avec une pointe de son ancienne détermination. Mais je savais que quelque chose n'allait pas. La semaine dernière, j'ai trouvé des papiers, des transferts vers des comptes que je ne reconnaissais pas. Quand je l'ai confrontée, elle a dit que c'était pour notre avenir, pour une propriété surprise qu'elle nous achetait. André se avança. Michel, je suis André Dubois, un vieil ami de ta mère et un avocat. Étant donné ce que nous découvrons, nous pensons qu'il serait sage d'accorder à ta mère une curatelle temporaire, l'autorité de prendre des décisions médicales et financières pendant que tu es incapable. Ce ne serait que temporaire. Michel ferma brièvement les yeux. Quand il les rouvrit, j'y vis de la douleur. Pas seulement physique, mais l'angoisse plus profonde de la trahison. Elle ne reviendra pas, n'est-ce pas? Je ne pense pas, mon fils, admis-je doucement. On l'a vu quitter ton appartement avec des bagages, en direction de l'aéroport, pas de l'hôpital. Une seule larme coula sur sa joue creuse. Je l'aimais, maman. Vraiment. Je sais, mon chéri. J'ai serré sa main. Je suis tellement désolée. Il prit une inspiration tremblante. Fais ce que tu as à faire. La procuration, elle est dans mon bureau à la maison, dans le coffre-fort derrière le plan du Guggenheim. La combinaison, c'est l'anniversaire de papa. André hocha la tête et sortit, probablement pour récupérer le document. Je suis resté avec Michel, l'incitant doucement à me raconter tout ce dont il se souvenait de sa maladie, de son traitement et du comportement de Vanessa. Son récit était fragmenté, obscurci à la fois par les toxines dans son système, et je le soupçonnais, par la tromperie délibérée de sa femme. Elle m'apportait ses boissons santé, se souvint-il, elle disait qu'elles aideraient mes reins. Elles avaient un goût terrible. Après que j'ai commencé à les boire, je me sentais plus mal. Mais elle disait que c'était normal, que je me détoxifiais. As-tu déjà fait analyser ces boissons? Ai-je demandé. Il secoua faiblement la tête. Pourquoi l'aurais-je fait? C'était ma femme. Je lui faisais confiance. Chaque nouvelle révélation augmentait mon sentiment d'urgence et d'effroi. Au moment où le docteur Tran est arrivé pour sa ronde du soir, j'étais convaincu que Vanessa avait systématiquement empoisonné mon fils tout en vidant simultanément ses comptes. Nous avons identifié le composé dans le sang de Michel, m'a dit le docteur Tran en privé après l'avoir examiné. C'est une substance qui peut causer ou accélérer des dommages rénaux, pas quelque chose que l'on trouve dans la nourriture ou les boissons normales. Avez-vous contacté la police? Ai-je demandé. Elle hocha la tête. Ils envoient quelqu'un pour prendre des dépositions. Et Madame Lemoine, nous avons commencé le processus pour voir si vous êtes une donneuse de reins compatible. Les premiers tests sanguins semblent prometteurs, mais nous aurons besoin d'une compatibilité plus complète. Un faible espoir s'est allumé dans ma poitrine. Je pouvais sauver mon fils, non seulement en exposant les crimes de Vanessa, mais en lui donnant une partie de moi-même. Cela me semblait juste, une chance de rattraper toutes les fois où je n'avais pas été là. André est revenu à la tombée de la nuit, porteur à la fois de la procuration et de nouvelles alarmantes. La procuration originale a été modifiée, m'informa-t-il sombrement. La version dans le coffre-fort de Michel accorde à Vanessa des pouvoirs étendus, y compris la capacité de vendre des biens et de prendre des décisions financières majeures sans consultation. Mais il y a des signes de falsification, une encre différente, de légères différences d'écriture sur les passages clés. Elle a falsifié des modifications sur le document? Ai-je demandé, atterré. Il semblerait. Et j'ai trouvé autre chose. I only tendered un dossier. Votre fils a un fonds en fiducie substantiel du côté de la famille de son père. Le saviez-vous? J'ai regardé le document, stupéfaite. Non. Les parents de Robert sont morts avant la naissance de Michel. Il n'a jamais été question d'un fonds en fiducie. Eh bien, il existe, et il est significatif. Plus de 2 millions d'euros, accessible lorsque Michel aura 35 ans ou en cas d'urgence médicale. L'expression d'André était grave. Il aura 35 ans le mois prochain,
et des documents ont été déposés il y a 2 semaines pour accéder aux fonds pour nécessité médicale. L'argent a été transféré sur un compte à Monaco il y a 3 jours, juste avant que Michel ne s'effondre. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent terriblement. Vanessa n'avait pas épousé Michel pour son salaire d'architecte. Elle l'avait épousé pour un fonds en fiducie dont il ne connaissait peut-être même pas l'existence. Et quand le moment d'y accéder naturellement n'était pas assez rapide, elle avait accéléré sa maladie pour déclencher la clause d'urgence médicale. Nous devons geler ce compte, ai-je dit d'urgence. Et trouver Vanessa avant qu'elle ne disparaisse complètement. J'ai déjà déposé des requêtes d'urgence auprès du tribunal, m'a assuré André. Et j'ai contacté l'inspecteur Jacques Moral, un ami spécialisé dans la criminalité financière. Il nous retrouve en bas dans 20 minutes. J'ai hésité, regardant mon fils endormi. Je ne veux pas le laisser seul. J'ai pris des dispositions pour qu'une infirmière privée reste avec lui, m'a assuré André. Quelqu'un en qui j'ai confiance. Personne ne s'approchera de lui sans autorisation appropriée. L'implication flottait entre nous. Nous craignions tous les deux que Vanessa ne revienne pour finir ce qu'elle avait commencé si elle découvrait que son plan s'effondrait. J'ai hoché la tête avec gratitude et j'ai suivi André jusqu'à l'ascenseur. L'inspecteur Moral attendait dans une petite salle de consultation près du hall principal. C'était un homme compact avec des yeux perçants et la posture alerte de quelqu'un à qui rien n'échappe. Après les présentations, j'ai exposé tout ce que nous avions découvert, les ordonnances non suivies, le journal, les mystérieuses boissons santé, la procuration modifiée et le fonds en fiducie récemment vidé. Cela correspond à un schéma que nous observons, a dit Moral, prenant des notes pendant que je parlais. Des individus fortunés avec des problèmes de santé mariés à des conjoints beaucoup plus jeunes qui voient leur état s'aggraver soudainement sous leurs soins. Nous avons eu 3 cas similaires au cours des 2 dernières années, mais nous n'avons jamais pu rassembler suffisamment de preuves pour des poursuites. Vous pensez que Vanessa est liée à ces autres cas? Ai-je demandé. Morales to Pota Sun Stylo. Pensif. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude sans passer ces informations dans notre base de données, mais la méthodologie est similaire. La victime est isolée de sa famille, le traitement médical est saboté, les comptes financiers sont vidés et le conjoint disparaît peu de temps avant qu'un décès ne soulève trop de questions. La manière clinique dont il décrivait ce qui était arrivé à mon fils me glaça le sang. Vous voulez dire qu'elle a déjà fait ça? C'est possible, a confirmé Moral. Ces opérations sont souvent sophistiquées, avec de multiples acteurs. Le conjoint n'est que la façade tandis que d'autres s'occupent des arrangements financiers, de la falsification de documents, etc. Il leva les yeux de ses notes. Votre fils avait-il une assurance vie? Je n'avais même pas pensé à vérifier. Je ne sais pas. Nous devrions le découvrir, a dit André. S'il en a une et que Vanessa en est la bénéficiaire, elle aurait une forte incitation financière à sa mort, a terminé Moral. Madame Lemoine, j'aimerais placer un officier devant la chambre de votre fils par précaution et j'aurai besoin de votre permission pour accéder à ses dossiers financiers. Bien sûr, ai-je accepté immédiatement. Tout ce dont vous avez besoin. Morales Asileva. Je vais également lancer une alerte pour Vanessa Lemoine dans les aéroports et aux postes frontières. Si elle est toujours dans le pays, nous la trouverons. Alors que l'inspecteur partait pour prendre ses dispositions, André posa une main réconfortante sur mon épaule. Tu devrais te reposer, Brigitte. Tu n'as pas arrêté depuis cet appel matinal. J'ai secoué la tête. Pas encore. Je dois retourner à l'appartement de Michel. Voir ce que je peux trouver d'autre. Il pourrait y avoir d'autres preuves là-bas. André savait qu'il ne servait à rien de discuter avec moi. Au lieu de cela, il a simplement dit « Je viens avec toi ». De retour à l'appartement de Michel, avec l'aide d'André, j'ai mené une recherche plus approfondie. Dans le bureau, nous avons trouvé des relevés bancaires montrant des retraits importants et réguliers au cours des 6 derniers mois. Dans le placard de la chambre, caché dans une boîte à chaussures parmi les chaussures de créateur de Vanessa, nous avons découvert un passeport au nom de Vanessa Collin, son nom de jeune fille, avec des tampons récents de Monaco. Mais la preuve la plus accablante se trouvait dans la cuisine. Derrière la machine à café coûteuse se trouvaient plusieurs bouteilles non étiquetées contenant un liquide verdâtre. Je les ai soigneusement photographiées sans les toucher, puis j'ai appelé l'inspecteur Moral. Nous avons trouvé ce qui pourrait être la substance qu'elle utilisait pour l'empoisonner, ai-je rapporté. Des bouteilles non étiquetées dans la cuisine correspondant à la description de Michel des boissons santé qu'elle lui préparait. Ne laisse toucher pas. Averti Morales. J'envoie une équipe pour les collecter pour analyse. En attendant la police, j'ai continué à chercher, animé par la détermination d'une mère à comprendre ce qui était arrivé à son enfant. Dans la salle de bain des invités, niché derrière des serviettes supplémentaires dans le placard à linge, j'ai trouvé un téléphone prépayé. André, qui avait vérifié l'ordinateur de Michel, m'a appelé avec enthousiasme. « Brigitte, regarde ça », dit-il en montrant l'écran. Michel avait installé des caméras de sécurité à domicile il y a 6 mois.
Les enregistrements sont stockés sur un cloud de sauvegarde. Mon cœur s'est emballé tandis qu'André naviguait dans les fichiers, recherchant les dates récentes. Là, dis-je en montrant un dossier étiqueté avec une date d'il y a 3 jours, le jour où Michel s'est effondré. Les images montraient Michel seul dans l'appartement, visiblement malade, luttant pour se déplacer du canapé à la cuisine. Il se versa un verre d'eau avec des mains tremblantes, puis attrapa son téléphone. L'angle de la caméra ne montrait pas qui l'appelait, mais la conversation fut brève. Quelques instants plus tard, il tituba vers la porte d'entrée et sortit du cadre. C'est à ce moment-là qu'il a dû s'effondrer dans le couloir, dis-je doucement, imaginant mon fils tomber, seul et désespéré. André a fait défiler les enregistrements antérieurs. Il y avait Vanessa préparant l'une des boissons vertes dans la cuisine, ajoutant quelque chose d'une petite fiole quand Michel ne regardait pas. La revoilà, rencontrant un homme inconnu dans l'appartement pendant que Michel était vraisemblablement au travail. Et le plus accablant de tout, des images d'il y a 2 semaines montrant Vanessa au bureau de Michel, modifiant soigneusement des documents avec ce qui semblait être sa signature. C'est la preuve dont nous avons besoin, a dit André, copiant rapidement les fichiers sur un disque sécurisé. Avec ça, la police peut l'arrêter pour tentative de meurtre et fraude. Quand l'inspecteur moral est arrivé avec son équipe, nous lui avons montré nos découvertes. Son expression professionnellement neutre ne pouvait cacher entièrement son choc face aux preuves vidéo. C'est une preuve exceptionnellement claire, a-t-il admis. La plupart des cas comme celui-ci sont au mieux circonstanciels. Vous nous avez donné assez pour un dossier en béton, si nous pouvons la trouver. Que voulez-vous dire, si, ai-je exigé. Vous avez lancé une alerte. Morales Sapira. Nous l'avons fait, mais selon les registres de l'immigration, Vanessa Lemoine est montée à bord d'un vol charter privé pour Monaco il y a 3 heures. Monaco a une extradition limitée avec la France, surtout pour les crimes financiers. Mon estomac se serra. Elle va s'en tirer. Pas nécessairement, à contrée morale. Cela va au-delà de la criminalité financière. Avec des preuves de tentative de meurtre, nous avons des motifs plus solides pour l'extradition, et nous pouvons geler les comptes qu'elle a créés là-bas grâce à la coopération bancaire internationale. Il me regarda fixement. So Annie, Sarah and I repeat and I facile, Madame Lemoine. Mais nous la trouverons, et elle fera face à la justice. C'était une maigre consolation. La justice serait peut-être rendue un jour, mais ma préoccupation immédiate était Michel. Après que la police soit partie avec ses preuves, y compris le mystérieux liquide vert, je suis retournée à l'hôpital avec André, l'épuisement me rattrapant enfin. L'infirmière privée qu'André avait engagée, une ancienne infirmière militaire pragmatique nommée Sarah, a rapporté que Michel avait été stable, sans qu'aucun visiteur ne tente d'entrer dans sa chambre. L'officier de police en uniforme à l'extérieur a hoché la tête en confirmation. Le docteur Tran est passé, a ajouté Sarah. Elle a dit que les premiers tests de compatibilité pour le don de rein semblaient prometteurs. Ils veulent faire des tests plus complets demain. Je me suis enfoncée dans le fauteuil à côté du lit de Michel, le soulagement m'envahissant. Je pouvais potentiellement sauver la vie de mon fils avec mon rein, une chance de lui donner littéralement une partie de moi-même pour compenser toutes les fois où je n'avais pas été là. André a insisté pour me prendre une chambre d'hôtel près de l'hôpital, mais j'ai refusé de quitter Michel. Au lieu de cela, j'ai somnolé dans le fauteuil inclinable à côté de son lit, me réveillant à chaque changement dans sa respiration ou bip des moniteurs. Mon expérience d'infirmière militaire m'avait appris à dormir d'un sommeil léger dans les situations dangereuses. Et bien que l'hôpital soit sécurisé, la menace que représentait Vanessa me semblait encore bien réelle. Le matin a apporté le docteur Tran avec des nouvelles prudemment positives. La dialyse aide temporairement, et vos tests de compatibilité continuent de paraître prometteurs pour le don. Nous avons programmé le bilan complet pour aujourd'hui, si vous êtes toujours d'accord. Bien sûr, ai-je dit sans hésitation. Quelles sont les chances que je sois compatible? En tant que sa mère, meilleure que la moyenne, environ 50%, mais nous ne le saurons pas avec certitude avant d'avoir terminé tous les tests. Elle hésita. Il y a autre chose. La police a partagé les résultats de l'analyse de la substance de l'appartement de votre fils. Elle contenait de l'éthylène glycol, de l'antigel en quantité faible mais significative, mélangée à des ingrédients à base de plantes qui masqueraient le goût. L'horreur m'a submergée. Elle l'empoisonnait délibérément. Il semblerait. À petite dose au fil du temps, l'éthylène glycol cause des dommages rénaux qui imitent d'autres conditions. Cela accélérerait la progression de sa maladie rénale existante sans déclencher d'alarmes immédiates. La cruauté calculée de cet acte me stupéfia. Empoisonner délibérément quelqu'un jour après jour, le regarder se détériorer tout en prétendant prendre soin de lui. Quel genre de monstre était Vanessa? Michel s'est réveillé alors que le docteur Tran partait. Ses yeux étaient plus clairs aujourd'hui, bien que des cernes sombres sous eux témoignaient de sa lutte continue. « Maman, dit-il, la voix rauque mais plus forte qu'hier. Tu es toujours là? Toujours, ai-je promis en prenant sa main.
Commenty sends to. Comme si j'avais été heurté par un camion, a-t-il tenté de sourire. Mais mieux qu'hier. Ils m'ont dit que tu es testée comme donneuse. J'ai hoché la tête. Les premiers résultats sont bons. Nous en saurons plus aujourd'hui. Les yeux de Michel se sont remplis de larmes. Après tout, toutes les fois où je n'ai pas appelé quand j'aurais dû. Toutes les vacances que j'ai manquées parce que Vanessa voulait aller ailleurs. Chut, les jeux apaisés en serrant sa main. Rien de tout cela n'a d'importance maintenant. Si, ça en a-t-il insisté. Je l'ai laissé s'interposer entre nous. Je l'ai cru quand elle a dit que tu étais trop contrôlante, trop démodée. J'aurais dû voir ce qu'elle faisait. Elle a trompé beaucoup de gens, les jeux rassurés. Les escrocs professionnels sont doués pour ce qu'ils font, et je soupçonne Vanessa d'être très professionnelle. Une ombre a traversé son visage à la mention de son nom. La police est venue plus tôt. Ils m'ont montré certaines des images de notre appartement. Sa voix s'est brisée. Elle m'empoisonnait, maman. Pour de l'argent. Je pensais qu'elle m'aimait. La douleur brute dans sa voix m'a brisé le cœur. Je n'avais pas de mots de réconfort adéquats, alors j'ai simplement tenu sa main pendant qu'il pleurait la trahison, les années perdues, l'avenir qu'il avait imaginé avec quelqu'un qui n'avait jamais existé, sauf comme une façade soigneusement élaborée. Quand il s'est ressaisi, Michel m'a fixé avec un regard déterminé qui me rappelait son père. Je veux aider à l'attraper. Quoi qu'il en coûte. La police fait tout ce qu'elle peut, les jeux assurés. L'inspecteur moral semble très compétent. Pas seulement la police, a dit Michel. J'ai aussi des ressources. Des amis dans le secteur bancaire international. Le fonds en fiducie qu'elle a volé, je le connaissais, mais je n'y ai jamais touché. C'était pour l'éducation de nos futurs enfants, pour la retraite. J'ai des contacts à la banque qui le gère. Je n'avais pas réalisé que Michel était au courant de la fiducie. Tu ne l'as jamais mentionné. Cela ne semblait pas important, a-t-il dit simplement. L'argent n'a jamais été important pour moi. C'est pourquoi je n'ai pas remarqué ce que Vanessa faisait avec nos comptes au début. Je lui faisais entièrement confiance. Une autre infirmière est entrée pour vérifier les constantes de Michel, et je suis sortie pour donner des nouvelles à André. Il parlait avec l'inspecteur moral dans le couloir, leurs expressions graves. Qu'est-ce qui s'est passé? Ai-je demandé, immédiatement alerte. Nous avons tracé le téléphone prépayé que nous avons trouvé dans l'appartement de Michel, a expliqué Moral. Les journaux d'appel montrent un contact régulier avec un numéro à Bruxelles associé à un homme nommé Victor Collin. Collin, le nom de jeune fille de Vanessa, ai-je réalisé. Morales Hokalatat. Nous pensons qu'il s'agit de son frère, peut-être son complice. Les autorités belges enquêtent sur lui maintenant. Ce qui est préoccupant, c'est qu'il y a eu 3 appels de ce numéro vers le téléphone prépayé hier, après que Vanessa se soit déjà enfuie. L'implication était claire, Vanessa pouvait avoir des complices encore à Paris, des gens qui pourraient potentiellement nuire à Michel si son plan était menacé. Nous avons renforcé la sécurité, m'a assuré André, notant mon alarme. 2 officiers maintenant, et l'hôpital a été alerté pour restreindre les visiteurs. Je devrais être avec lui, ai-je dit, me retournant vers la chambre de Michel. Encore une chose, a ajouté Moral. Nous avons trouvé des preuves que Vanessa était impliquée dans au moins un cas précédent, un homme plus âgé à Lyon qui est mort d'une apparente crise cardiaque il y a 2 ans. Elle utilisait alors le nom de Vanessa Fournier. Ses comptes ont été vidés juste avant sa mort. L'étendue des crimes de Vanessa était plus large que je ne l'avais imaginé. Elle n'était pas seulement une voleuse opportuniste. Elle était une prédatrice en série qui était passée de victime en victime, laissant la destruction dans son sillage. J'ai passé le reste de la matinée à subir des tests pour le don de rein, mon esprit tournant à plein régime avec tout ce que nous avions découvert. Le personnel de l'hôpital travaillait efficacement, prélevant du sang, effectuant des typages tissulaires, vérifiant ma fonction rénale et ma santé globale. En tant qu'ancienne infirmière militaire, je connaissais bien le processus, mais le vivre en tant que donneuse potentielle plutôt qu'en tant que professionnelle de la santé m'a donné une nouvelle perspective. Vous êtes en excellente santé pour votre âge, a remarqué la coordinatrice de transplantation, une femme énergique nommée Dr Harrison. Les normes de conditions physiques de l'armée vous ont bien servi. Cela améliorera-t-il les chances de Michel? Ai-je demandé. Cela ne nuit certainement pas. Plus le rein du donneur est sain, meilleur est généralement le résultat pour le receveur. Elle a examiné mon dossier. Nous devrions avoir les résultats finaux d'ici demain matin. Si vous êtes compatible, et les tests préliminaires le suggèrent, nous pourrions programmer la chirurgie d'ici quelques jours. L'état de votre fils se détériore malgré la dialyse. L'urgence dans sa voix a confirmé ce que j'avais moi-même observé. Malgré les améliorations temporaires de la dialyse, Michel perdait du terrain. Son corps menait une bataille sur plusieurs fronts, la maladie rénale d'origine, les dommages causés par l'empoisonnement de Vanessa et la tension globale de l'accumulation de toxines dans son système. Quand je suis retournée dans la chambre de Michel, je l'ai trouvé sur son ordinateur portable, travaillant intensément malgré sa fatigue évidente.
André était assis à proximité, au téléphone avec ce qui semblait être des responsables bancaires. « Qu'est-ce que tu fais » ai-je demandé, craignant qu'il ne se surmène. « Je me bats » a répondu Michel sans lever les yeux. « Je suis la piste de l'argent. » Vanessa était intelligente, mais pas aussi intelligente qu'elle le pensait. Les transferts du fonds en fiducie laissent des empreintes électroniques. André a terminé son appel et nous a rejoints. Les contacts de Michel à la société de gestion du fonds coopèrent pleinement. Ils ont identifié le compte de réception à Monaco et travaillent avec les autorités locales pour le geler. Est-ce que ce sera suffisant pour l'attraper ? Ai-je demandé. Cela pourrait la forcer à se manifester, a dit Michel, fermant son ordinateur portable avec un effort visible. Si elle ne peut pas accéder à l'argent, elle devra faire un autre mouvement. Et quand elle le fera ? Il n'a pas terminé sa phrase, l'épuisement le rattrapant. J'ai doucement pris l'ordinateur portable et l'ai aidé à se rallonger contre les oreillers. Repose-toi maintenant. Tu as besoin de tes forces. Le soir approchant, le Dr Tran est revenu avec des résultats de tests mis à jour. La compatibilité est complète, nous a-t-elle dit. Madame Lemoine, vous êtes en effet une donneuse compatible pour votre fils. Il y a encore quelques tests finaux à effectuer, mais nous pouvons provisoirement programmer la transplantation pour après-demain. La nouvelle a apporté le premier véritable espoir depuis le début de ce cauchemar. Je pouvais sauver mon fils. Quoi qu'il arrive avec Vanessa et ses complices, que justice soit rendue ou non, Michel aurait une chance de vivre. L'inspecteur moral est arrivé alors que le Dr Tran partait, apportant des nouvelles à la fois bonnes et préoccupantes. Nous avons progressé dans la recherche de Vanessa, a-t-il rapporté. Elle a atterri à Monaco comme prévu, mais est repartie peu après à bord d'un autre charter privé. Nous pensons qu'elle se dirige vers un pays sans accord d'extradition, peut-être en Asie du Sud-Est ou en Europe de l'Est. Alors, elle s'en sort, ai-je dit amèrement. Pas nécessairement, à contrée morale. Les autorités bancaires internationales ont gelé le compte où l'argent de la fiducie a été transféré. Elle ne peut pas y accéder. Et nous avons identifié 2 complices encore à Paris, tous 2 ayant des liens avec Victor Collin à Bruxelles. Nous les surveillons actuellement. Représente-t-il une menace pour Michel ? Ai-je demandé ? L'instinct de protection qui m'avait animé tout au long de mon service militaire et de ma maternité s'enflammant vivement. Nous ne le pensons pas, maintenant qu'ils savent que nous sommes sur leur piste. Ils semblent être la partie financière de l'opération, pas l'aspect médical. Sa formulation prudente ne masquait pas la laide vérité, pas les empoisonneurs. Cette nuit-là, j'ai refusé de quitter le chevet de Michel malgré l'insistance d'André pour que je prenne un repos approprié avant la chirurgie de transplantation à venir. L'hôpital a fourni un lit de camp, mais j'ai passé la majeure partie de la nuit à regarder mon fils dormir, mémorisant ce visage qui était passé du petit garçon que je me souvenais à cet homme adulte qui avait tant souffert. J'ai pensé aux années que j'avais manquées, au déploiement qui m'avait éloigné des pièces de théâtre de l'école et des matchs de football. Aux vacances passées dans des hôpitaux militaires à l'étranger plutôt qu'à la maison. J'avais toujours cru que je servais un bien supérieur, protégeant non seulement mon pays, mais par extension, l'avenir de mon fils. Maintenant, face à la possibilité de le perdre, je me demandais si ces choix en avaient valu la peine. Le matin a apporté une rafale de préparatifs préchirurgicaux. Les derniers tests ont confirmé que mon rein était apte au don et la transplantation a été programmée pour 8 heures le lendemain matin. Le Dr Tran a passé en revue les risques et les procédures avec nous 2. Bien qu'en tant qu'ancienne infirmière, une grande partie m'était familière. L'opération comporte des risques standards pour le donneur et le receveur, a-t-elle expliqué. Mais l'état de Michel ajoute des complications supplémentaires. Les dommages à ses reins sont étendus, et il peut y avoir des effets imprévus des substances auxquelles il a été exposé. Vous voulez dire le poison ? A dit Michel sèchement. Il avait insisté sur une honnêteté totale de la part de son équipe médicale, refusant d'adoucir la réalité de ce que Vanessa lui avait fait. Le Dr Tran a hoche la tête. Oui, l'éthylène glycol cause des dommages qui peuvent affecter la façon dont votre corps répond aux reins transplantés. Nous vous surveillerons de très près et ajusterons les médicaments anti-rejet si nécessaire. Après son départ, Michel s'est tourné vers moi avec une inquiétude dans les yeux. « Maman, es-tu sûre de ça ? Le don de rein n'est pas sans risque, surtout à ton âge. » Je n'ai jamais été plus sûre d'eux. Quoi que ce soit, lui ai-je dit fermement. D'ailleurs, les normes de conditions physiques de l'armée, tu te souviens ? Je suis en meilleure forme que la plupart des gens de 20 ans de moins. Il a souri faiblement. Toujours l'infirmière dure à cuire de la marine. Une vieille blague de famille. Mon mari avait été dans l'armée de terre. J'avais été dans la marine. Et la rivalité bon enfant avait continué même après sa mort. Un instant, nous étions de nouveau simplement mère et fils. L'ombre de la trahison de Vanessa temporairement mise de côté par ce petit moment de badinage familial normal. Le moment a été brisé par André qui a fait irruption dans la pièce, son calme habituel visiblement ébranlé. « Qu'est-ce qui ne va pas » ai-je demandé, immédiatement alerte. « Vanessa a été localisée », a-t-il dit,
reprenant son souffle. À Singapour. Mais ce n'est pas tout. L'inspecteur Moral vient d'appeler. Ils ont surveillé les communications entre ses complices ici et à l'étranger. Il y a un plan pour... Il a jeté un coup d'œil à Michel, clairement réticent à continuer. Pourquoi? A pressé Michel. La voix d'André a baissé. Pour s'assurer que tu ne survives pas à la greffe. Ils ont quelqu'un à l'intérieur de l'hôpital. Une peur glaciale m'a saisi. À l'intérieur? Qui? Ils ne le savent pas encore, mais il y a eu des communications sur la falsification des médicaments ou des procédures post-chirurgicales. André s'est tourné vers moi. Moral veut reporter l'opération jusqu'à ce qu'il puisse identifier l'infiltré. Non, a dit fermement Michel, nous surprenant tous les deux. Nous ne reportons pas. Les tests de maman montrent que je suis déjà dans un état critique. Chaque jour d'attente réduit mes chances. Mais s'il y a quelqu'un ici qui veut te faire du mal, ai-je commencé? Alors il faudra juste être plus malin qu'eux, a interrompu Michel. Son visage, bien que pâle et tiré, montrait la détermination qui l'avait aidé à exceller en architecture, la capacité de voir les problèmes sous plusieurs angles et de trouver des solutions inattendues. Que suggères-tu? A demandé André. Nous les laissons penser qu'ils réussissent, a dit Michel. Nous organisons la chirurgie, nous faisons fuiter des informations sur des complications, nous leur faisons croire que leur plan fonctionne. Pendant ce temps, la vraie chirurgie a lieu ailleurs. André avait l'air sceptique. C'est extrêmement complexe à coordonner et risqué. Attendre pendant que mes reins continuent de lâcher les aussi, a contré Michel. Appelle Morales. Voici c'est possible. À ma surprise, l'inspecteur Moral a été intrigué par l'idée quand André l'a joint. Après une longue conférence téléphonique qui incluait le docteur Tran et la sécurité de l'hôpital, un plan a commencé à prendre forme. La chirurgie programmée serait annoncée comme devant se dérouler comme prévu. Mais Michel serait secrètement transféré à l'hôpital Foch de Suresnes, un établissement partenaire, pendant la nuit. La transplantation aurait lieu là-bas avec une équipe médicale triée sur le volet et tenue au secret. Pendant ce temps, une fausse procédure semblerait avoir lieu à la Pitié-Salpêtrière avec des complications stratégiques divulguées pour débusquer l'infiltré. C'est comme dans un roman d'espionnage, ai-je fait remarquer alors que les préparatifs étaient faits. Je ne sais pas si je dois être impressionné ou terrifié. Un peu des deux, a admis Michel. Mais c'est notre meilleure chance. Et honnêtement, maman, après ce que Vanessa a fait, j'ai besoin de reprendre un peu le contrôle. Je comprenais. Ayant été manipulé et trahi si complètement, Michel avait besoin d'être un participant actif à son propre sauvetage, pas seulement une victime passive. C'était la même résilience que j'avais vue chez les soldats blessés qui se battaient le plus fort pour leur rétablissement lorsqu'on leur donnait un rôle actif dans leur traitement. Tard cette nuit-là, alors que les couloirs de l'hôpital étaient sombres et que le trafic des visiteurs était minime, Michel a été soigneusement transféré dans une ambulance qui attendait à une entrée de service. Je l'ai accompagné avec le docteur Tran et 2 infirmières de confiance. L'inspecteur Moral a fourni une escorte de police banalisée. Toute l'opération a été menée avec une précision militaire, ce que j'ai profondément apprécié. L'hôpital Foch avait préparé une aile sécurisée pour nous avec un accès restreint et une sécurité supplémentaire. Alors que Michel était installé dans sa nouvelle chambre, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Pour la première fois depuis cet appel matinal, je croyais que nous pourrions réellement nous en sortir. Essayez de vous reposer, nous a conseillé le docteur Tran à tous les deux. Demain est un grand jour. Mais le sommeil s'est avéré insaisissable. Je me suis assise près de la fenêtre de Michel, regardant les lumières de Paris scintiller au loin, pensant à la rapidité avec laquelle la vie pouvait changer. Un instant, j'avais planifié ma retraite, envisageant des voyages, peut-être du bénévolat, peut-être enfin écrire ce manuel d'infirmière auquel j'avais toujours pensé. Maintenant, j'étais dans une aile sécurisée d'un hôpital, me préparant à donner un rein à mon fils qui avait failli être assassiné par sa femme. Maman, la voix de Michel est venue doucement du lit. Tu es encore réveillée? Oui, mon chéri. Je pensais à l'après, quand tout ça sera fini. Il s'est tourné pour mieux me voir dans la pénombre. Je ne pense pas que je pourrais rester à Paris. Trop de souvenirs. Tu pourrais venir à Nice, ai-je suggéré, essayant de garder un ton désinvolte. Le climat est meilleur pour la convalescence, et j'ai beaucoup de place. J'avais acheté un modeste 3 pièces à ma retraite. Rien d'extraordinaire, mais confortable et près de la mer. J'aimerais bien, a-t-il dit, me surprenant. Michel avait toujours été farouchement indépendant, déterminé à tracer sa propre voie. Juste pour un moment, pendant la convalescence, si ça ne te dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout. Les jeux assurés, une chaleur se propageant dans ma poitrine. Malgré toute l'horreur de la situation, cela pourrait nous rapprocher à nouveau, nous redonner une partie du temps que nous avions perdu. Le matin est arrivé trop vite. Les préparatifs préchirurgicaux ont commencé à l'aube.
Alors que le personnel médical nous préparait pour les opérations qui se dérouleraient simultanément, le retrait des reins défaillants de Michel et la transplantation du mien, je me sentais étrangement calme. C'était quelque chose de tangible que je pouvais faire pour mon fils, une façon directe de l'aider qui ne nécessitait aucune enquête complexe ni manœuvre juridique. On se voit de l'autre côté, ai-je dit à Michel alors qu'il s'apprêtait à le conduire au bloc opératoire. Je t'aime, maman, a-t-il répondu, attrapant ma main une dernière fois. Je t'aime aussi, mon fils. Toujours, et pour toujours. Alors que l'anesthésie faisait effet, ma dernière pensée consciente fut une détermination féroce et primale. Vanessa avait échoué. Mon fils vivrait. Et d'une manière ou d'une autre, un jour, elle paierait pour ce qu'elle avait fait. Je me suis réveillée en salle de réveil plusieurs heures plus tard, groggy mais suffisamment alerte pour demander immédiatement. « Michel, comment va-t-il » L'infirmière de la salle de réveil a souri de manière rassurante. « L'opération s'est bien passée. Votre rein fonctionne dans son corps. Il est encore en post-opératoire, mais le docteur Tran dit que tout semble prometteur jusqu'à présent. » Le soulagement m'a envahi, suivi par la douleur sourde de l'opération alors que l'anesthésie continuait de se dissiper. Un petit prix à payer pour la vie de mon fils. André est apparu à mon chevet une fois que j'ai été transféré. Dans une chambre normale. « Tu l'as fait » a-t-il dit en me serrant doucement la main. Et il y a d'autres bonnes nouvelles. La ruse de la fausse opération a fonctionné. Ils ont attrapé l'infiltré, un préparateur en pharmacie qui était censé altérer les médicaments anti-rejet de Michel. Ils coopèrent maintenant avec la police, leur donnant des informations sur toute l'opération. « Et Vanessa » ai-je demandé. Toujours à Singapour, mais le filet se resserre. Avec ce qu'ils ont appris du technicien, ils ont assez pour demander une coopération internationale pour son arrestation. Cela prendra du temps, mais elle n'échappera pas à la justice. J'ai hoché la tête, trop épuisé pour l'élan de justification que j'aurais pu attendre. Pour l'instant, tout ce qui comptait, c'était que Michel soit en sécurité et en voie de guérison. Plus tard dans la journée, une fois assez forte pour m'asseoir dans un fauteuil roulant, les infirmières m'ont amené dans la chambre de Michel en soins intensifs. Il était encore lourdement sédaté, mais les moniteurs montraient des signes vitaux forts, et plus important encore, une fonction rénale en amélioration. J'ai attrapé sa main, cet homme adulte qui serait toujours mon petit garçon, et je l'ai senti serrer doucement la mienne en retour. Ses yeux ont vacillé puis se sont ouverts brièvement. « On l'a fait » ai-je murmuré. Sa bouche s'est courbée en un léger sourire avant qu'il ne se rendorme. À cet instant, j'ai réalisé que quoi qu'il arrive avec Vanessa, que la justice vienne rapidement ou lentement, que l'argent soit récupéré ou perdu, nous avions déjà gagné la bataille la plus importante. Mon fils vivrait. Nous allions nous reconstruire, et personne ne s'interposerait plus jamais entre nous. Le processus de récupération a été plus lent que je ne l'avais espéré, mais plus stable que les médecins ne l'avaient craint. Pendant 5 jours après la greffe, Michel est resté en soins intensifs, son corps s'adaptant à mon rein tout en combattant les effets persistants de sa maladie et de l'empoisonnement de Vanessa. J'ai récupéré plus rapidement, refusant de rester confiné à mon lit après le 2e jour, malgré les protestations de l'équipe chirurgicale. « Madame Lemoine, vous devez vous reposer » m'a admonesté le docteur Tran en me trouvant assise dans la chambre de Michel plutôt que dans la mienne. J'ai enduré pire au cours de ma carrière, ai-je répondu, sans quitter des yeux la forme endormie de mon fils. En Afghanistan, je soignais des patients 12 heures après avoir reçu un éclat d'obus dans l'épaule. Le docteur Tran a soupiré, reconnaissant la futilité de discuter avec une infirmière militaire des protocoles de récupération appropriés. Au moins, utilisez le fauteuil roulant quand vous venez ici, a-t-elle concédé. Votre corps a aussi besoin de guérir. J'ai accepté ce compromis, bien qu'à l'instant où elle est partie, j'ai roulé le fauteuil dans un coin et repris mon poste de vigile dans le fauteuil visiteur plus confortable. Certaines batailles ne valaient pas la peine d'être menées. Garder mes forces pour la convalescence de Michel était plus important que d'adhérer aux règles de l'hôpital. Le 6e jour, Michel a été transféré dans une chambre normale et j'ai été autorisé à sortir avec pour instruction de me reposer et d'éviter de soulever quoi que ce soit de plus lourd que 2 kilos. Nous nous sommes retrouvés dans la nouvelle chambre de Michel, tous deux meurtris et endoloris, mais le pire était derrière nous. Les médecins disent que ton rein fonctionne à merveille, m'a dit Michel, la couleur revenant sur son visage pour la première fois depuis des semaines. Apparemment, j'ai les reins d'une femme beaucoup plus jeune. J'ai souri, ravi de sa tentative d'humour. La forme militaire. Je t'avais dit que ça paierait un jour. Nous nous sommes installés dans une routine prudente. Je logeais dans un hôtel voisin, mais je passais la plupart de mes heures éveillées au chevet de Michel. André nous rendait visite quotidiennement, apportant des nouvelles des procédures judiciaires contre Vanessa et son réseau. L'inspecteur moral venait moins fréquemment, mais avec des nouvelles de plus en plus prometteuses. Le préparateur en pharmacie nous a donné des informations détaillées sur l'opération, a-t-il rapporté lors d'une visite. Il semble que Vanessa,
ou quel que soit son vrai nom, faisait partie d'un réseau sophistiqué ciblant des individus fortunés à travers le pays. Ils identifient des victimes avec des problèmes de santé et des actifs importants, puis insèrent un agent, généralement en tant que partenaire romantique. Combien de victimes y a-t-il eu? Ai-je demandé, redoutant la réponse. Nous avons identifié 8 cas jusqu'à présent, sur les 5 dernières années. 4 des victimes sont décédées avant que le stratagème ne soit découvert. 3 ont été laissées financièrement ruinées mais ont survécu. Et puis il y a Michel, le premier cas où nous les avons pris sur le fait. Michel, calé dans son lit d'hôpital, absorbait ces informations avec une gravité qui me rappelait son père. Toutes les victimes étaient-elles des hommes? La plupart, mais pas toutes, a répondu Moral. 2 étaient des femmes âgées et riches qui se sont engagées avec des hommes beaucoup plus jeunes. La méthodologie était identique. Isolement de la famille, sabotage médical, drainage financier. Et Vanessa, ai-je insisté. Des progrès pour la retrouver? Des progrès significatifs, a confirmé Moral, son attitude professionnelle s'éclaircissant. Les autorités singapouriennes l'ont localisée dans un hôtel de luxe, mais elle s'est enfuie avant qu'ils ne puissent l'appréhender. Cependant, elle a laissé derrière elle des documents et des appareils électroniques qui nous ont fourni des renseignements précieux. Nous pensons qu'elle tente de rejoindre un contact en Thaïlande et les agences internationales ont été alertées. C'était encourageant, mais pas définitif. Je voulais Vanessa en détention, face à la justice pour ce qu'elle avait fait, non seulement à Michel, mais à toutes ses victimes. La pensée qu'elle vivait dans le luxe quelque part, dépensant de l'argent volé pendant que des familles pleuraient, était intolérable. Et l'argent? A demandé André, l'avocat pragmatique refaisant surface. Des progrès pour récupérer le fonds en fiducie de Michel. Un succès partiel, a dit Moral. Environ 40% ont été gelés dans des comptes à Monaco. Le reste a été déplacé à travers une série de sociétés écrans et s'avère plus difficile à tracer. Mais avec les autorités bancaires internationales maintenant impliquées, nous sommes optimistes quant à la récupération d'une plus grande partie. Ce n'était pas une justice parfaite, mais c'était un progrès. Plus important encore, Michel guérissait, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. La trahison l'avait profondément blessé, mais au fil des jours, j'ai vu des aperçus du fils déterminé et réfléchi que je me rappelais. 2 semaines après la greffe, le docteur Tran a déclaré Michel prêt à sortir, avec un suivi ambulatoire strict. Le rein fonctionne bien, et votre corps l'accepte avec des problèmes de rejet minimes, lui a-t-elle dit lors de la ronde du matin. Vous devrez continuer les médicaments anti-rejet indéfiniment et avoir un suivi régulier, mais vous pouvez poursuivre votre convalescence à la maison. Michel et moi avons échangé un regard. Son appartement, la scène de la trahison et de l'empoisonnement de Vanessa, était le dernier endroit où l'un de nous voulait retourner. En fait, a dit Michel, je vais à Nice avec ma mère pour la période de convalescence. Nous avons déjà pris des dispositions. C'était nouveau pour moi, mais j'ai hoché la tête comme si nous en avions discuté en détail. En vérité, j'avais mentionné la possibilité une fois, mais nous n'avions pas fait de plan ferme. Pourtant, rien n'aurait pu me rendre plus heureuse que d'avoir Michel à la maison avec moi. C'est une excellente idée, a approuvé le docteur Tran. Un changement d'environnement sera bon pour votre rétablissement mental ainsi que physique. Je vais coordonner avec un néphrologue à Nice pour votre suivi. Plus tard, quand nous fûmes seuls, j'ai interrogé Michel sur sa décision soudaine. Es-tu sûr pour Nice? Et ton travail? Ton apartment? J'y ai beaucoup réfléchi, a-t-il dit, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. Je ne peux pas rester à Paris, maman. Pas après ce qui s'est passé. J'ai remis ma démission au cabinet hier. Ils ont été très compréhensifs étant donné les circonstances. Quant à l'appartement, Gramaka. André s'occupe de la vente. Je ne veux plus jamais remettre les pieds dans cet endroit. Mais ta carrière, tu as travaillé si dur pour t'établir ici, ai-je fait remarquer, bien que secrètement ravi à la perspective de l'avoir près de moi. Michel regarda par la fenêtre, pensif. Je peux travailler n'importe où. Plusieurs cabinets en Californie m'ont déjà contacté après avoir entendu ce qui s'est passé. Apparemment, être la victime d'un complot d'empoisonnement international fait les gros titres de l'architecture. Sa tentative d'humour noir ne masquait pas tout à fait la douleur sous-jacente. De plus, j'ai besoin d'un nouveau départ. Et il hésita. Je pense que nous pourrions tous les deux profiter d'un peu de temps ensemble pour rattraper les années que nous avons manquées. J'ai pris sa main, trop ému pour parler immédiatement. Après tous les déploiements militaires, les vacances manquées, la distance géographique que nous avions maintenue pendant des années, on nous donnait une autre chance. Les circonstances étaient horribles, mais l'opportunité était précieuse. Ta vieille chambre t'attend, ai-je dit finalement. Bien que je doive te prévenir, c'est une chambre d'amis maintenant. Plus de posters de groupes de rock ou de merveilles architecturales sur les murs. Je pense que je peux vivre avec ça, a-t-il souri. Le processus de sortie a pris la majeure partie de la journée,
avec les derniers tests, les horaires de médication et les autorisations de voyage à organiser. L'inspecteur Moral est passé alors que nous nous préparions à partir. Je voulais vous mettre au courant avant votre départ, a-t-il dit. Il y a eu un développement significatif. Vanessa a été appréhendée par les autorités à Bangkok. Elle tentait de monter à bord d'un vol vers un pays sans accord d'extradition. La nouvelle a atterri comme un choc physique. Ils l'ont, ai-je demandé, ayant besoin de confirmation. Elle est en garde à vue, a hoché la tête Moral. Elle est détenue en attendant la procédure d'extradition. Avec les preuves que nous avons recueillies, y compris le témoignage de son complice ici et la documentation de Singapour, nous avons un dossier solide. Cela prendra du temps, le droit international avance lentement, mais elle sera jugée en France. Michel a absorbé cette nouvelle en silence, son expression illisible. Finalement, il a demandé, son vrai nom, sait-on quelque chose sur sa véritable identité? Son nom légal semble être Nathalie Collin, a répondu Moral. Elle opère sous divers pseudonymes depuis au moins 7 ans. Et Monsieur Lemoine? Il hésita. Pour autant que nous puissions le dire, tout dans votre relation a été construit spécifiquement pour accéder à votre fonds en fiducie. Je suis désolé. J'ai regardé mon fils absorber ce dernier coup, le fait que la femme qu'il avait aimée n'avait jamais existé, sauf comme un piège soigneusement élaboré. Ses épaules se raidirent, mais il ne craqua pas. Merci de me le dire, a dit Michel avec une dignité tranquille. Et merci de l'avoir attrapée avant qu'elle ne puisse faire ça à quelqu'un d'autre. Après le départ de Moral, j'ai observé attentivement Michel, préoccupé par l'impact émotionnel de cette nouvelle en plus de sa convalescence physique. Mais mon fils m'a encore une fois surprise par sa résilience. C'est mieux de savoir, a-t-il dit, remarquant mon expression inquiète. Mieux vaut affronter la vérité, aussi laide soit-elle, que de vivre avec des illusions. Il a zippé son petit sac de sport avec finalité. Je suis prêt à rentrer à la maison maintenant, maman. Le voyage vers Nice a été soigneusement organisé pour s'adapter à l'état de convalescence de Michel. André avait organisé un vol médicalisé pour minimiser le stress et assurer la surveillance nécessaire pendant le voyage. En fin d'après-midi, nous étions en l'air, laissant Paris et ses souvenirs douloureux derrière nous. Michel a dormi pendant la majeure partie du vol, épuisé par les activités et les médicaments du matin. J'ai regardé le paysage changer sous nos pieds, de l'étalement urbain de Paris à l'immensité des plaines centrales, puis aux montagnes escarpées et enfin au littoral bleu de la Méditerranée. Comme nos vies, le terrain se transformait, offrant de nouvelles possibilités à l'horizon. Mon modeste appartement près de la promenade des Anglais nous a accueillis avec la lumière dorée d'un coucher de soleil californien qui filtrait par ses fenêtres. Il n'était pas grand, juste 2 chambres, un salon et une salle à manger ouverts, et une petite terrasse donnant sur un jardin commun, mais il semblait un sanctuaire après l'environnement stérile de l'hôpital. C'est parfait, a dit Michel alors que je lui montrais la chambre d'amis que j'avais préparée à la hâte par téléphone avec les instructions d'un voisin avant notre arrivée. L'espace était simple mais confortable, avec un grand lit, un bureau près de la fenêtre et des étagères contenant ma modeste collection de romans et de textes médicaux. Ce n'est pas grand-chose, me suis-je excusé, voyant soudain la pièce à travers ses yeux, si différente de l'appartement élégant et haut de gamme qu'il avait partagé avec Vanessa. C'est exactement ce dont j'ai besoin, m'a-t-il assuré. Propre, calme, sans souvenir. Nous nous sommes installés dans une nouvelle routine au cours des jours suivants. Les matinées commençaient par les médicaments, les miens pour la récupération post-don, son régime plus complexe de médicaments anti-rejet et de suppléments. Je préparais des repas simples et adaptés aux reins selon les directives de la nutritionniste. Les après-midi nous trouvaient souvent sur la terrasse, Michel esquissant des idées architecturales pendant que je rattrapais les revues médicales que j'avais négligées pendant mes dernières années de service. Le docteur Rivera, le néphrologue local qui coordonnait les soins de Michel, venait chaque semaine pour vérifier ses progrès. La fonction rénale continue de s'améliorer, a-t-elle rapporté lors d'une de ses visites. Madame Lemoine, votre don était une correspondance exceptionnelle. Nous voyons parfois cela entre parents et enfants, une compatibilité biologique qui transcende les statistiques habituelles. Des organes de qualité militaire, a plaisanté Michel. Mais j'ai vu l'émotion dans ses yeux. Cette connexion physique, mon rein fonctionnant dans son corps, avait une signification au-delà du médical. C'était la preuve tangible de notre lien, quelque chose qui ne pourrait jamais être rompu par la distance ou les circonstances. Au fil des semaines, Michel a repris des forces. Nos promenades quotidiennes se sont étendues, passant de quelques pas hésitants autour du pâté de maison à de plus longues excursions le long de la plage. Son appétit est revenu, ainsi qu'une partie du poids qu'il avait perdu pendant sa maladie. Le regard vide dans ses yeux s'est progressivement estompé, remplacé par quelque chose de plus contemplatif, mais plus hanté. Les nouvelles de Paris arrivaient régulièrement par l'intermédiaire d'André et de l'inspecteur Moral. Vanessa, ou Nathalie comme nous la connaissions maintenant, contestait son extradition, mais l'étau juridique se resserrait.
D'autres victimes de son organisation avaient été identifiées et les enquêteurs avaient gelé des actifs supplémentaires sur des comptes à l'étranger. Ils ont récupéré près de 70% de votre fonds en fiducie, a rapporté André lors d'un appel vidéo. Le reste est peut-être perdu, mais compte tenu des circonstances, c'est un taux de récupération exceptionnel pour une fraude financière internationale. Michel semblait remarquablement détaché de ces mises à jour. L'argent n'a pas d'importance, m'a-t-il dit après un de ses appels. Il n'en a jamais eu, en fait. C'est ce qu'elle n'a jamais compris à mon sujet. Un mois après notre retour à Nice, alors que nous étions assis sur la terrasse à regarder les colibris voleter parmi les fleurs du jardin commun, Michel abordait un sujet que nous avions tous deux évité. J'ai réfléchi à la suite, a-t-il dit, mettant de côté le journal d'architecture qu'il lisait. Je ne peux pas rester dans cette situation d'attente éternellement. Mon cœur s'est légèrement serré, même si je savais que cette conversation était inévitable. Michel guérissait, retrouvait ses forces. Bien sûr, il ne voudrait pas rester indéfiniment dans ma petite chambre d'amis. Plusieurs cabinets à Marseille m'ont contacté avec des offres, a-t-il poursuivi. De bons postes, des projets prestigieux. Marseille, ce serait bien, ai-je dit prudemment, essayant de masquer ma déception. À seulement quelques heures de route. Nous pourrions encore nous voir régulièrement. Michel m'a étudié pensivement. C'est une option, mais j'envisage quelque chose de plus proche. Oh. J'ai essayé de garder une voix neutre. Il y a un petit cabinet d'architecture ici à Nice, Riviera Conception Durable. Ils sont spécialisés dans les espaces publics durables, les centres communautaires, les bibliothèques. Pas de gratte-ciel glamour ou de maisons de célébrités, mais des projets qui ont du sens. Ses yeux se sont illuminés en parlant. Ils m'ont offert un poste d'architecte senior. Le salaire est moins élevé que ce que je gagnerais à Marseille, mais le travail a plus de sens, ai-je terminé, reconnaissant la passion dans sa voix, la même passion qui m'avait poussé à choisir la profession d'infirmière militaire plutôt qu'une pratique privée plus lucrative. Il a hoché la tête. Exactement. Après tout ce qui s'est passé, je veux que mon travail ait un sens au-delà d'un chèque de paie. Et il hésita. Je ne suis pas prêt à quitter Nice pour l'instant. Ni toi. Le soulagement et la joie m'ont envahi, bien que j'ai essayé de ne pas montrer à quel point sa décision comptait pour moi. Ça me semble parfait. Quand commencerais-tu? Le mois prochain si mes médecins l'approuvent. À temps partiel au début, puis en augmentant progressivement les heures à mesure que mes forces reviennent. Il s'est adossé, regardant les colibris. Je devrais trouver mon propre logement un jour, mais il n'y a pas d'urgence. Aucune urgence, ai-je convenu, peut-être un peu trop vite. Michel a souri, voyant clair dans ma tentative de nonchalance. Maman, ces dernières semaines, malgré les circonstances, ont été un cadeau. Nous avons parlé, vraiment parlé, plus que nous ne l'avons fait depuis des années. C'était vrai. Nos soirées s'étiraient souvent tard dans la nuit avec des conversations qui allaient de ses souvenirs d'enfance à mes expériences en zone de guerre, de sa philosophie architecturale à mes vues sur l'éthique médicale. Nous nous découvrions en tant qu'adultes, au-delà de la dynamique mère-fils qui avait défini notre relation pendant si longtemps. J'ai beaucoup pensé à papa, a dit Michel, sa voix s'adoucissant. Comment il aurait géré tout ça? Robert était parti depuis 24 ans, tué en Afghanistan. Quand Michel n'avait que 8 ans. Brillant architecte devenu officier de l'armée de terre, il avait transmis à notre fils sa passion professionnelle et son sens du devoir. Il aurait été furieux, ai-je dit honnêtement. Ton père était protecteur envers ceux qu'il aimait. Mais il aurait été incroyablement fier de la façon dont tu t'es comporté à travers tout ça. Ta résilience, ton refus de te laisser briser par ce qui s'est passé. Michel hocha la tête, absorbant cela. J'ai son tempérament, tu sais. Je l'ai juste contrôlé. Mais quand je pense à Vanessa, à ce qu'elle a fait, pas seulement à moi, mais aux autres. Il est naturel d'être en colère, l'ai-je assuré. C'est même sain. Tu as été trahi de la pire des manières. C'est plus que de la colère, a-t-il admis. Parfois, je veux qu'elle souffre exactement comme elle m'a fait souffrir. Qu'elle sache ce que ça fait d'avoir quelqu'un en qui tu as confiance t'empoisonner lentement. Ses mains se sont crispées sur les accoudoirs de sa chaise. Ça me fait peur. Ses pensées, elles ne me ressemblent pas. J'ai considéré sa confession avec soin. En tant qu'infirmière, j'avais vu de nombreuses réactions traumatiques, les émotions compliquées qui suivent la trahison et l'abus. Ces pensées ne te définissent pas, Michel. C'est une réaction naturelle à un préjudice extrême. L'important est que tu les reconnaisses pour ce qu'elles sont, des pensées, pas des actions. Tu n'es en rien comme elles. Il s'est légèrement détendu. Je sais, et la plupart du temps, je peux me concentrer sur la guérison, sur la reconstruction. Mais ensuite, quelque chose déclenche un souvenir, le goût de certains aliments, un parfum similaire au sien, et tout revient en force. C'est le TSPT, dis-je doucement. Et il est peut-être temps d'envisager de parler à un professionnel.
Le docteur Rivera a recommandé plusieurs thérapeutes spécialisés dans les traumatismes liés aux crises médicales et à la trahison. À ma surprise, Michel n'a pas résisté à la suggestion. Je pense que tu as raison. Je veux avancer sans porter ce poids pour toujours. Le lendemain matin, il a pris rendez-vous pour sa première séance de thérapie. C'était un petit pas, mais significatif, reconnaissant que la guérison nécessiterait plus qu'un simple rétablissement physique. 2 mois après notre retour à Nice, alors que la chaleur de l'été cédait la place aux températures plus douces du début de l'automne, l'inspecteur Moral a appelé avec des nouvelles que nous attendions. L'extradition a été approuvée, a-t-il rapporté. Nathalie Collin sera renvoyée en France la semaine prochaine pour faire face à des accusations, notamment de tentative de meurtre, de fraude et d'abus de faiblesse. Le parquet a monté un dossier solide avec les preuves que nous avons recueillies. Il propose un accord de plaidé coupable, mais vu la gravité et le nombre d'accusations, elle risque un minimum de 20 ans. Michel devra-t-il témoigner ? Ai-je demandé, préoccupé par le tribut émotionnel qu'un procès pourrait avoir sur sa convalescence. Très probablement pas. Les preuves sont accablantes sans son témoignage direct. Nous avons les enregistrements vidéo, les rapports de toxicologie, les dossiers financiers et les témoignages de ses complices qui ont retourné leur veste. Le procureur l'interrogera, mais ils essaient de minimiser l'implication des victimes étant donné les circonstances. Quand j'ai partagé cette mise à jour avec Michel ce soir-là, il l'a reçue avec un calme surprenant. Bien, fut tout ce qu'il dit au début. Puis, après une pause, j'ai pensé lui écrire une fois qu'elle sera en prison. Lui écrire ? Je ne pouvais cacher mon choc. Pourquoi voudrais-tu un contact avec cette femme ? Pas pour me réconcilier, a-t-il rapidement précisé. Pour lui faire savoir qu'elle a échoué. Que je suis en vie, que je reconstruis ma vie, et que je suis plus fort pour y avoir survécu. Que je ne suis pas défini par ce qu'elle m'a fait. Il a regardé vers le soleil couchant, son profil rappelant celui de son père. Il ne s'agit pas de pardon. Il s'agit de me réapproprier mon histoire. J'ai réfléchi à cela. Ce n'était pas ce que j'aurais choisi. Je voulais que Vanessa, ou Nathalie, ou quel que soit son nom, pourrisse en prison sans jamais plus entendre un mot du fils qu'elle avait failli tuer. Mais il ne s'agissait pas de mes sentiments. Il s'agissait du processus de guérison de Michel. Si cela peut t'aider à avancer, alors tu devrais le faire, ai-je dit finalement. Mais seulement quand tu seras prêt. Il n'y a pas d'urgence, a-t-il hoché la tête, apparemment satisfait de ma réponse. Je commence chez Riviera Conception Durable la semaine prochaine. À temps partiel, 3 jours par semaine pour commencer. Le docteur Rivera a donné son accord. Le changement de sujet était délibéré. Je savais que Michel avait toujours traité les émotions difficiles en privé avant de partager ses conclusions. Comme son père en cela, réfléchi, intérieur, ne se révélant que lorsqu'il était prêt. Je respectais ce besoin d'espace mental. C'est une excellente nouvelle, ai-je dit, sincèrement ravi. Le retour au travail te fera du bien. À nous deux, a-t-il répondu avec un petit sourire. Tu as été sur mon dos, maman. En mode infirmière 24 juillet. Tu as besoin d'un peu d'espace aussi. Il n'avait pas tort. Je m'étais entièrement consacrée à ses soins, en partie par réelle préoccupation, mais aussi, je le réalisais, comme un moyen de compenser toutes les fois où je n'avais pas été là pendant son enfance, les déploiements qui m'avaient éloigné des événements scolaires, les devoirs militaires qui avaient parfois primé sur la famille. J'ai été un peu intense, ai-je admis. De vieilles habitudes du service. Mais tu as raison, nous devons tous les deux trouver notre nouvelle normalité. Le retour au travail de Michel a marqué un tournant dans notre convalescence commune. Ces 3 jours au cabinet d'architecture nous ont donné à tous les deux un peu d'air. À lui pour redécouvrir son identité professionnelle au-delà de la victime, et à moi pour me souvenir que j'avais des intérêts et une vie au-delà des soins de mon fils. J'ai repris mon bénévolat à l'hôpital des anciens combattants, utilisant mon expérience d'infirmière pour aider les vétérans à naviguer dans le système de santé souvent complexe. Les week-ends, nous explorions Nice ensemble, trouvant de nouveaux endroits favoris et créant des souvenirs non souillés par l'ombre de ce qui s'était passé à Paris. Nous avons visité les jardins botaniques, flâné dans les musées et trouvé un petit marché de producteurs où nous sommes devenus des clients réguliers du dimanche matin. Un de ces dimanches, alors que nous parcourions les étals de produits frais et de produits artisanaux, Michel s'est arrêté brusquement, son attention attirée par un petit stand exposant des maquettes complexes de bâtiments en bois. « C'est incroyable », a-t-il dit, examinant une réplique miniature de la Villa Arson. Le détail est remarquable. Le propriétaire du stand, un homme de mon âge aux mains burinées et aux yeux vifs, a hoché la tête en appréciant l'évaluation experte de Michel. Merci. Chacune prend environ 3 mois à réaliser. Êtes-vous architecte ? A demandé Michel, notant la précision technique des maquettes. Ancien architecte ? A répondu l'homme. Robert Kahn. J'ai exercé pendant 30 ans avant que l'arthrite ne rende le travail à grande échelle trop difficile. Maintenant, je crée ça à la place.
Il a fait un geste vers la collection de monuments architecturaux célèbres, chacun rendu avec un détail exquis. Michel Lemoine, c'est présenter mon fils. Je travaille pour Riviera Conception Durable. Voici ma mère, Brigitte. Les yeux de Robert Kahn se sont illuminés de reconnaissance. Lemoine. Un lien avec Robert Lemoine, qui a conçu le bâtiment Méridien à Boston. Michel s'est légèrement raidi. C'était inattendu. C'était mon père. J'ai brièvement étudié sous sa direction à l'université il y a des années, avant qu'il ne rejoigne l'armée. Un esprit brillant. Une approche innovante des espaces urbains durables. Kahn a secoué la tête avec admiration. Le Méridien était en avance de plusieurs décennies sur son temps en matière d'efficacité énergétique. J'ai regardé l'émotion traverser le visage de Michel. Son père était mort quand il était si jeune qu'il rencontrait rarement des gens qui avaient connu Robert professionnellement. Ce lien avec l'héritage architectural de son père le touchait clairement. J'adorerais en savoir plus sur votre travail avec lui, a dit Michel. Peut-être autour d'un café un de ces jours. Et juste comme ça, une autre connexion curative a été forgée. Un lien avec le père que Michel avait perdu, un mentor qui pouvait partager des histoires et des aperçus que je ne pouvais pas fournir. Alors qu'ils échangeaient leurs coordonnées, je me suis reculé, regardant mon fils s'engager avec ce cadeau inattendu de l'univers. En rentrant du marché, des sacs de produits frais à la main, Michel semblait plus léger. Quelles sont les chances, songeait-il. Tomber sur quelqu'un qui connaissait papa, ici même à Nice. Le monde a une façon de nous fournir ce dont nous avons besoin, parfois, ai-je répondu. Même quand nous ne savons pas que nous en avons besoin. Michel a réfléchi à cela. Comme toi venant à Paris quand tu l'as fait. Si tu étais arrivé ne serait-ce qu'un jour plus tard. Il n'a pas eu besoin de finir sa pensée. Nous savions tous les deux à quel point c'était passé près, à quel point le plan de Vanessa aurait pu réussir si un certain nombre de facteurs avaient été différents. J'ai réfléchi, a dit Michel alors que nous approchions de mon appartement, à trouver mon propre logement. Mon cœur s'est un peu serré, même si je savais que cela arriverait. 3 mois de convalescence et de reconstruction avaient restauré une grande partie de l'indépendance et de la force de Michel. Il y a une petite maison à louer près du cabinet de design, a-t-il continué. Rien d'extraordinaire, mais elle a une bonne lumière et un petit jardin. Et ce n'est qu'à 15 minutes d'ici. Ça semble parfait pour toi, ai-je dit, en gardant ma voix neutre. Quand déménagerais-tu? Le mois prochain, si tu m'aides à l'aménager. Il m'a jeté un regard en coin. Et j'espérais que tu envisagerais une propriété commune. Une propriété commune, ai-je répété, confuse. Je ne veux pas juste louer, maman. Je veux m'enraciner ici, me faire un foyer permanent à Nice. Mais je n'ai pas le capital pour un acompte pour l'instant, pas avec ce qui est arrivé au fond en fiducie. Il parlait de manière factuelle, sans amertume, de son revers financier. J'ai pensé que nous pourrions peut-être investir ensemble. Tu as mentionné vouloir quitter l'appartement un jour, trop d'escaliers en vieillissant, tu as dit. Cet endroit a tout de plein pied, avec une suite d'invités que tu pourrais utiliser quand tu viendras en visite. Et éventuellement, je pourrais emménager de façon permanente, ai-je terminé, comprenant son intention. Une maison multigénérationnelle. Il a hoché la tête. Exactement. Pas maintenant. Nous avons tous les deux besoin de notre espace. Mais en regardant vers l'avenir, en planifiant un futur où nous restons connectés mais indépendants. La prévenance de la proposition m'a profondément touché. Michel ne déménageait pas simplement. Il créait un plan à long terme pour notre relation, reconnaissant à la fois notre besoin d'indépendance maintenant et le besoin potentiel futur d'un soutien plus proche. J'aimerais voir cette maison, ai-je dit, un sourire s'étalant sur mon visage. Il semble qu'elle pourrait être parfaite pour nous deux. 2 jours plus tard, l'agent immobilier de Michel nous a montré la propriété, une maison de plein pied de style mid-century avec des lignes épurées, une lumière naturelle abondante et la fluidité intérieure-extérieure caractéristique de l'architecture du sud de la France. Elle nécessitait des rénovations, mais avait de bons os, comme l'a dit Michel. L'emplacement était idéal, à distance de marche des commerces et des restaurants, avec une vue sur les collines lointaines depuis la terrasse arrière. Qu'en penses-tu? A demandé Michel alors que nous nous tenions dans le salon vide, la lumière du soleil entrant à flot par de grandes fenêtres. Peux-tu t'imaginer ici un jour? Je le pourrais? Malgré les rénovations nécessaires, la maison avait une atmosphère accueillante, une tranquillité inhérente qui contrastait vivement avec l'appartement élégant mais sans âme que Michel avait partagé avec Vanessa à Paris. C'est merveilleux, ai-je dit honnêtement. Mais es-tu sûr pour la propriété commune? C'est un grand engagement. J'en suis sûr, a-t-il dit fermement. Après tout ce que nous avons traversé, je comprends ce qui compte. Pas les adresses chics ou les meubles de créateurs, mais les liens, la sécurité, la famille. Nous avons fait une offre cet après-midi-là, combinant mes économies avec la partie du fonds en fiducie de Michel qui avait été récupérée. La semaine suivante, la maison était à nous,
un investissement partagé dans notre avenir commun. Alors que Michel commençait à faire des plans pour les rénovations, incorporant son expertise architecturale pour transformer l'espace, je m'émerveillais du chemin que nous avions parcouru en seulement 3 mois. De cet appel matinal terrifiant à ce moment de planification pleine d'espoir, le voyage avait été brutal, mais nous avait mené à un cadeau inattendu. La chance de reconstruire non seulement la santé de Michel, mais aussi notre relation en tant que mère et fils. La nouvelle du retour de Nathalie Collin sur le sol français et de sa mise en examen officielle est arrivée juste au moment où nous finalisions l'achat. L'inspecteur Moral a appelé avec une mise à jour, elle avait refusé l'accord de plaider coupable et insistait sur son innocence malgré les preuves accablantes. Elle prétend qu'elle essayait d'aider Michel, que sa maladie était entièrement naturelle et que ses mouvements financiers étaient autorisés, a rapporté Moral, le scepticisme évident dans sa voix. Personne n'y croit, et surtout pas le procureur. Le procès est fixé pour février. Michel a reçu cette nouvelle avec une équanimité remarquable. Peu importe ce qu'elle prétend, a-t-il dit après que je lui ai relayé la mise à jour. La vérité est documentée, irréfutable. Ces mensonges ne peuvent plus me faire de mal. Ses séances de thérapie l'aidaient, lui fournissant des outils pour traiter le traumatisme sans le laisser définir son avenir. Tout comme son travail chez Riviera Conception Durable, où il venait d'être désigné architecte principal pour un centre communautaire desservant des quartiers défavorisés de l'Est de Nice. C'est exactement le genre de projet que j'ai toujours voulu faire, m'a-t-il dit avec enthousiasme, étalant des croquis préliminaires sur la table de ma cuisine. Un lieu qui peut transformer une communauté, fournir des ressources et des liens. Le budget est serré, le calendrier agressif, mais l'impact pourrait être énorme. J'ai reconnu dans son enthousiasme la même passion qui m'avait animée tout au long de ma carrière d'infirmière, le désir de faire une différence tangible dans la vie des gens. Cela, plus que toute autre chose, m'a convaincu que Michel guérissait non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, se réappropriant le but que la trahison de Vanessa avait failli lui voler. 4 mois après notre retour à Nice, alors que Michel se préparait à emménager dans notre maison nouvellement achetée, nous avons reçu une dernière mise à jour de l'inspecteur Moral. Nathalie Collin a changé son plaidoyer en coupable, nous a-t-il informé. Apparemment, l'accusation a partagé des preuves particulièrement accablantes, y compris des témoignages de familles de victimes précédentes qui allaient être autorisés au procès. Elle a accepté un accord de plaider coupable pour 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Donc, il n'y aura pas de procès, ai-je dit, assimilant ce développement. Pas de procès, a confirmé Moral. Ce qui signifie que Michel n'aura pas à témoigner ni à la confronter au tribunal. Les familles de ses victimes précédentes sont également soulagées. Beaucoup attendaient la justice depuis des années. Quand j'ai partagé cette nouvelle avec Michel ce soir-là, alors que nous emballions les dernières de ses affaires pour le déménagement, il a hoché la tête pensivement. 25 ans, songeait-il. Elle aura la soixantaine quand elle sortira, plus âgée que toi maintenant. Est-ce que cela te semble suffisant ? Ai-je demandé, me demandant si une punition pouvait vraiment compenser ce qu'elle avait fait. Il ne s'agit pas de savoir si c'est suffisant, a répondu Michel. Aucune peine ne pourrait réparer le mal, pas seulement pour moi, mais pour les autres victimes, surtout celles qui n'ont pas survécu. Mais cela signifie qu'elle ne pourra plus faire de mal à personne pendant très longtemps. C'est ce qui compte le plus. Il a scellé une boîte de livres avec du ruban adhésif, puis s'est redressé, grimaçant légèrement à cause de la douleur encore occasionnelle là où les cicatrices chirurgicales guérissaient. J'ai écrit cette lettre, a-t-il dit. Celle que j'avais mentionnée, pour elle. Mais je ne vais pas l'envoyer. Non. J'ai fait une pause dans mon propre emballage. J'ai réalisé que je n'ai pas besoin qu'elle sache qu'elle a échoué. Je n'ai pas besoin qu'elle sache quoi que ce soit sur moi ou sur ma vie à l'avenir. La lettre était pour moi, pour articuler ce que je voulais dire, pour clarifier mes propres pensées. Mais l'envoyer ne ferait que créer une autre connexion avec elle, un autre fil que je devrais finalement couper. La sagesse de cette décision m'a frappé. Michel choisissait une rupture complète, non par peur ou par évitement, mais par la reconnaissance saine que certains chapitres doivent être clos définitivement. De plus, a-t-il ajouté avec un petit sourire. La meilleure réponse à ce qu'elle a fait n'est pas une lettre. C'est ça. Il a fait un geste autour de nous. Construire une belle vie, retrouver un but. C'est ainsi que je triomphe vraiment de ce qu'elle a essayé de me faire. Le lendemain, nous avons déménagé les affaires de Michel dans la nouvelle maison. C'était un début modeste, juste des meubles essentiels, ses livres et fournitures d'architecture, des vêtements et quelques biens précieux. Mais alors que nous arrangions ces objets dans les pièces ensoleillées, la maison a commencé à ressembler à un foyer. Son foyer. Et éventuellement, peut-être, notre foyer commun. André est venu de Paris pour aider au déménagement et a apporté un cadeau de pendaison de crémaillère qui nous a laissé sans voix, une esquisse architecturale encadrée du bâtiment Méridien à Boston, signée par Robert Lemoine. Je l'ai trouvée parmi les affaires de Michel à Paris, a-t-il expliqué. Elle était entreposée avec d'autres objets du bureau de votre père.
j'ai pensé qu'elle avait sa place ici, dans votre nouveau départ. Michel a accroché l'esquisse dans son bureau, là où la lumière des fenêtres orientées à l'est l'illuminerait chaque matin. Une connexion avec son père, avec sa lignée architecturale et avec la passion qu'il avait soutenue dans les moments les plus sombres. Ce soir-là, après qu'André soit retourné à son hôtel et que la maison se soit calmée, Michel et moi nous sommes assis sur la terrasse arrière, regardant le coucher de soleil peindre les collines lointaines dans des tons d'or et de pourpre. Une douce brise transportait le parfum du jasmin d'une vigne grimpant sur la clôture. Tu sais, a dit Michel après un silence confortable. En architecture, on parle de concevoir des espaces qui peuvent résister aux catastrophes, aux inondations, aux incendies. On renforce les fondations, on crée des joints flexibles, on utilise des matériaux qui plient plutôt que de casser sous la pression. J'écoutais, sachant qu'il en venait à quelque chose d'important. Je pense que les gens sont pareils. Nous avons besoin de fondations solides, de flexibilité face au stress, et de matériaux, les relations, un but, un sens, qui nous aident à survivre quand le désastre frappe. Il m'a regardé avec des yeux clairs, plus ombragés par la douleur ou la trahison. Tu as été ma fondation, maman. À travers tout ça. Les larmes me sont montées aux yeux, mais c'étaient des larmes de gratitude, pas de chagrin. Et tu as été la mienne, ai-je répondu. Tu l'as toujours été. Alors que l'obscurité s'installait autour de nous, j'ai pensé au voyage qui nous avait amenés ici. De cet appel matinal terrifiant à ce moment paisible de nouveau départ. Le chemin avait été incroyablement difficile, marqué par la trahison, la douleur et la quasi-mort. Mais il avait aussi révélé des forces que ni l'un ni l'autre ne savions posséder et reconstruit une connexion que nous avions laissé s'estomper au fil des années de distance physique et émotionnelle. Et maintenant, quelle est la suite pour nous? Ai-je demandé doucement. Michel a souri, son visage illuminé par la dernière lueur dorée du jour. La vie, a-t-il dit simplement. La vraie vie, ensemble. Et à cet instant, j'ai su que quels que soient les défis à venir, nous les affronterions comme nous avions affronté cette épreuve, avec courage, résilience et le lien indéfectible entre une mère et son fils. Même Vanessa, avec toute sa cruauté calculée, n'avait pas pu le détruire. En fait, perversement, sa tentative de nous séparer n'avait fait que nous rapprocher. Alors que les étoiles commençaient à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait, j'ai senti une profonde paix s'installer en moi. Michel était en vie. Il guérissait. Nous construisions un avenir que ni l'un ni l'autre n'avions imaginé avant cette crise. Et bien que le voyage ait été incroyablement douloureux, la destination, ce moment de connexion tranquille, était plus précieuse que tout ce que j'aurais pu espérer. Ensemble, ai-je convenu, attrapant la main de mon fils dans l'obscurité grandissante. Toujours.